Chères étudiantes, chers étudiants, bonjour à vous toutes et à vous tous, y compris ceux qui sont en train encore d'être dans la file d'attente pour nous rejoindre. Je profite justement de ce temps pour faire rentrer nos derniers spectateurs pour vous présenter un petit peu l'événement qui va nous occuper aujourd'hui et qui concerne, comme vous l'avez compris, les stages et puis en réalité l'ensemble des carrières possibles au sein des institutions de l'Union européenne. Levez la main ceux qui n'avaient pas compris le sujet du jour. Ah, j'en ai un. Mais en fait, il a de l'humour. Très bien. Donc, vous savez pourquoi vous êtes là, me voilà rassurée. Alors, le temps de faire venir tout le monde, je vais présenter mon service qui donc organise avec notre étudiante ambassadrice Ambrine El-Fati cette manifestation. Je suis donc Gaëlle Pellissier, je suis la responsable du bureau d'aide à l'insertion professionnelle. Ce service se trouve physiquement au rez-de-chaussée de la bibliothèque à la Manufacture des Tabacs. Est-ce que vous vous êtes déjà rendu dans l'espace? Levez la main ceux qui connaissent l'espace. C'est pas mal, très bien. Alors, quelle est la mission du bureau d'aide à l'insertion professionnelle? La réponse intuitivement est un peu dans la question. C'est un service qui a pour mission d'accompagner individuellement et collectivement l'ensemble des étudiants et des jeunes diplômés de l'Université Lyon 3, et ce, quel que soit leur niveau d'études et quelle que soit leur composante de rattachement. Qu'est-ce qu'on fait de beau quand on a dit tout ça? Eh bien, vous retrouvez toute notre offre de services sur le site d'emploi que le BIP pilote. Le site d'emploi que vous connaissez puisque vous êtes inscrit par son intermédiaire aujourd'hui, c'est le site... Ouais, pas mal, U3E. C'est la première fois que je le tente et j'ai des réponses. C'est en effet le site U3E. Sur ce site, je ne sais pas si vous avez eu le temps de le balayer en long, large et en travers, parce qu'en réalité, il propose beaucoup de choses. Vous retrouvez sur ce site la prise de rendez-vous individuelle avec nos chargés d'insertion professionnelle. Ça, c'est pour toute question relative, comme vous l'avez compris, à la concrétisation de votre projet, à l'aboutissement de sa définition, à vos recherches effectives de stage, job, emploi et ainsi de suite. Vous retrouvez également sur U3E les actus qui concernent nos ateliers collectifs de formation. Ces ateliers ont pour objet, bien sûr, l'optimisation de vos outils de candidature, les lettres de motivation, les CV, mais aussi les ciblages entreprises, les optimisations de vos réseaux et réseaux sociaux et la préparation aux entretiens d'embauche. Comme aujourd'hui, le sujet qui vous intéresse, c'est l'Union européenne, sachez que c'est la dernière date qu'on propose cette année. Nous avons également cette offre d'atelier en anglais à destination des employeurs anglophones. Le prochain atelier est le 6 février et après, normalement, il n'y en a plus. Vous avez vu que je vous ai dit normalement. Ça veut donc dire que vous pouvez vous inscrire sur le site U3E. Si l'atelier est affiché complet, mettez-vous dans la liste d'attente. Si j'ai trop de monde dans la liste d'attente, eh bien, je tenterai d'en proposer de nouveau. D'accord? Je tease un peu pendant que nos derniers arrivent. Donc ça, c'est le Time to Apply. Vous retrouvez également sur U3E toutes nos actus d'événements. Alors évidemment, des conférences, rencontres professionnelles comme aujourd'hui, mais également des job dating. On en organise de différentes natures, à destination de jeunes diplômés, à destination d'étudiants pour les jobs d'été, par exemple. Et puis, comme on a un certain nombre de partenaires, il nous arrive parfois d'avoir également des recrutements one-shot. Voilà, c'est un recrutement ponctuel qu'on met en avant soit parce qu'il y a un gros volume de postes, soit parce que les missions sont particulièrement intéressantes au regard des profils de nos étudiants. Tout ça, je vous invite à bien consulter U3E régulièrement parce que vous avez remarqué qu'on vous spamme un peu sur vos adresses univ-lyon 3 et c'est très normal que vous ne voyez pas toutes les informations qu'on vous adresse, hein, j'en ai bien conscience. Donc tâchez d'avoir cette habitude parce que c'est également sur U3E que vous allez retrouver toutes nos offres de stages, de jobs, d'emploi, de volontariats internationaux en entreprise ou en administration, de services civiques et ainsi de suite. Et c'est également sur U3E que vous pourrez déposer un CV. Là-dessus, je rassure tout le monde, le CV n'est pas visible par les autres étudiants, pas davantage par les personnalités extérieures, seuls les recruteurs y ont accès. Et certains recruteurs aiment bien piocher des candidatures dans une CVTech. Voilà pour ce qui est de l'offre de service du BIP. Alors, on va maintenant
commencer à se rapprocher de notre sujet, puisque, vous l'avez compris, le BIP développe un certain nombre de partenariats. Et donc, le partenariat d'aujourd'hui, c'est le partenariat que nous avons avec le European Personal Selection Office. On va appeler EPSO. Ça vous évitera d'écouter mon accent discutable. Donc, EPSO, chaque année, nous nous mettons d'accord pour recruter un étudiant de l'Université Lyon 3 qui sera l'ambassadeur d'EPSO. Cette année, roulement de tambour, nous avons donc Ambrine Elfati qui est actuellement étudiante en Master 1 droit des organisations internationales. Je vous dis ça parce que EPSO s'y prend très à l'avance. En général, on est sur la N-1, donc EPSO va probablement lancer sa campagne de recrutement en mars, ce qui veut dire que moi, je publierai une actualité sur U3E pour sélectionner des profils étudiants. Donc, si cette mission vous intéresse, soyez vigilants. Et à ce moment-là, je sélectionne, et je pense qu'on le fera avec Ambrine, 5 candidats que nous recevons en entretien. Voilà. Eh bien, je pense que vous êtes tous à peu près confortablement installés. Alors, non, je voudrais juste vous connaître un petit peu mieux. Levez le doigt, les étudiants de la faculté des langues. Lucia, vous avez vu ? Car je ne sais pas si vous avez lu l'actualité dans son ensemble, mais nous avons bien une linguiste cette année. Levez la main, les étudiants de la fac de droit Sciences Po. Ah, ils sont moins nombreux que d'habitude. Mais ils sont bien là. Donc là, je m'adresse à Thomas et à Maxime, vous l'avez compris, qui sont des anciens de l'Université Lyon 3. Est-ce qu'on a des gens de l'IAE? Toujours là, l'IAE, c'est bien. Très bien, très bien. Des gens de la faculté Humanité, Lettres et Société? Ouais, pas mal. Allez, je tente le coup, fac de philosophie? Joli. C'est celui qui a de l'humour, forcément, il est philosophe. Et donc, l'IUT, et c'est toujours l'IUT qui nous manque. Ok, très bien. Alors, j'en dis pas plus, je pense que j'en ai déjà dit pas mal. Je vais donc à présent laisser la parole à Ambrine Elfati pour qu'elle nous présente toutes ces opportunités de stage au sein de la Commission européenne et donc d'emploi et de concours au sein, cette fois, de toutes les institutions de l'Union européenne. Ambrine, êtes-vous prête ? Elle est prête. Eh bien, c'est parti. On vous écoute. Déjà, bonjour à tous et à tous. Vraiment, je suis très heureuse de me tenir aujourd'hui devant vous. Je vous remercie d'être venus aussi nombreux à cette conférence. Vraiment, ça me touche. Donc, je me présente. Je suis Ambrine, votre étudiante ambassadrice EPSO pour l'année universitaire 2024-2025. Alors, aujourd'hui, donc, je vais vous présenter une conférence sur les opportunités de carrière avec les institutions européennes et comment on y accède. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter tout ce qui est concours, comment on y accède, les critères d'éligibilité. Et ensuite, je vais laisser la parole aux professionnels. Donc, nous avons Monsieur Placet qui travaille au Conseil de l'Union européenne, Madame François qui travaille au Parlement européen. Et à distance, nous avons Monsieur Jacquet qui est stagiaire à la Commission européenne. Alors, avant de continuer, j'ai une question à vous poser. Levez la main qui a déjà entendu parler de EPSO. Oui, donc ça ne fait pas beaucoup de personnes. Alors, EPSO, qu'est-ce que c'est? EPSO, c'est l'organisme de sélection des personnels qui vont travailler au sein des institutions européennes. En fait, ils vont sélectionner, ils vont mettre en place des procédures de sélection, donc ça va être soit des concours, soit des tests de sélection, pour ensuite présenter ces candidats aux institutions. Donc c'est un petit peu le même fonctionnement que des agences d'intérim en France. Donc EPSO va sélectionner pour les institutions et présenter des candidats. Mais attention, chose très importante à retenir, EPSO ne recrute pas, il sélectionne. Voilà. Alors, travailler pour les institutions, qu'est-ce que ça veut dire? Dans l'imaginaire collectif, travailler pour l'Europe, on se dit, bon, je vais travailler au Parlement européen, je vais travailler au Conseil de l'Union, et puis c'est tout. Mais sachez que EPSO recrute pour plus de 10 organismes de l'institution européenne. Donc nous avons le Comité des régions, la Cour de justice, voilà, donc c'est vraiment varié. Et aussi, vous pouvez être recruté pour les délégations à l'étranger. Sachez que 80% des postes se trouvent soit au Luxembourg, soit à Bruxelles. Donc si jamais vous aimez voyager, allez-y, c'est parfait. Donc très bien, vous pouvez par exemple commencer votre carrière
à Bruxelles et la finir à New York dans une délégation européenne. Qui sait, c'est ce que je vous souhaite. Alors, ici dans la salle, j'ai des profils assez variés. Nous avons des étudiants en langue, nous avons des étudiants en droit, sciences politiques, mais aussi des étudiants en économie. Donc, je peux vous dire que vous avez totalement votre place au sein des institutions européennes et vous pouvez candidater avec EPSO. Comme vous pouvez le voir, EPSO recherche vraiment des profils très très variés. Nous avons des profils économistes, des profils de juristes linguistes, de traducteurs, de secrétaires. Vraiment, les profils sont très variés. Donc, peu importe l'intitulé de votre diplôme, ne vous bornez pas à vous dire « je n'ai pas ma place, il ne faut pas que je candidate parce que dans l'imaginaire collectif, c'est réservé aux personnes qui font du droit, qui font de la science politique ». Non, peu importe votre diplôme, vous pouvez candidater avec EPSO. Alors, cependant, il y a quelques critères d'éligibilité à retenir. Il faut être ressortissant de l'Union européenne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut avoir la nationalité obligatoirement d'un État membre de l'Union européenne. En plus, il faut parler au minimum deux langues de l'Union européenne. Alors, une langue doit être parlée couramment, donc ça va être votre langue maternelle. Et la deuxième langue, ça va être une langue de votre choix. Donc ça peut être l'anglais et le français, ça peut être le français et l'italien, ou l'italien et l'espagnol. Il n'y a pas de choix. Petite particularité pour les linguistes. Les linguistes, vous devez parler 3 langues obligatoirement. La seconde langue parlée doit être parlée en niveau B2. Donc si jamais vous passez des tests de certification, sachez que votre deuxième langue doit être maîtrisée au niveau B2. Il n'y a pas forcément d'obligation d'avoir un diplôme parce que sur certains postes, EPSO va privilégier une expérience professionnelle plutôt qu'un diplôme. Donc si jamais vous n'avez pas de diplôme associé, sachez que vous pouvez quand même candidater pour les institutions. Alors, toutes les informations que je vous livre, vous les retrouvez sur le site europa.eu. Donc ce site est très clair, c'est vraiment une mine d'or, n'hésitez pas à vous y perdre. Vous allez voir toutes les informations, tout est clair. Il est disponible en plusieurs langues, donc n'hésitez pas à y jeter un petit œil. Alors là, je vais vous parler des concours. Alors, les concours permettent d'avoir le statut d'agent permanent, c'est-à-dire de fonctionnaire. Grâce à ces concours, vous pouvez avoir un emploi à vie, donc type CDI, au sein des institutions européennes si jamais vous les réussissez. Alors, il y a 2 types de concours. Un concours dit généraliste et un concours dit spécialiste. Pour les concours généralistes, il faut avoir obligatoirement un diplôme, donc minimum Bac+3. Tous les domaines d'expertise sont évalués, donc ça veut dire que vous n'allez pas spécialement, si vous êtes en langue, vous n'allez pas spécialement passer des tests de langue. Ça va vraiment être des tests généraux, et vraiment ne vous bornez pas à votre diplôme, encore une fois. Aucune expérience professionnelle n'est exigée, donc c'est parfait pour vous en tant que futur diplômé. Si jamais vous ne savez pas quoi faire et que vous voulez tenter les concours EPSO, n'hésitez pas à passer le concours généraliste. Donc le concours généraliste donne lieu à un grade d'administrateur niveau 5. À côté de cela, il y a le concours dit concours spécialiste. Donc cela, pour les personnes qui vont passer les concours spécialistes, une expérience professionnelle est obligatoire. Donc une expérience professionnelle est obligatoire pour les gradés de AD6 de minimum 3 ans et pour les gradés AD7, ce sera une expérience professionnelle de 6 ans qui sera exigée par les institutions. Cependant, une chose qui est intéressante, c'est que pour les spécialistes, la condition de diplôme n'est pas obligatoire. Donc si jamais pour X ou Y raison, vous n'avez pas pu finir votre cursus et vous n'êtes pas diplômé, mais qu'à côté de cela, vous avez fait une expérience professionnelle dans votre domaine et que par un Euroiseur, vous voulez passer les concours spécialistes, au bout de 3 ans d'expérience, vous pourrez les tenter. Alors, au niveau de la procédure du concours, donc les concours se passent tout en une journée. Donc ça, c'est vraiment super bien. Si jamais vous hésitez, les concours se passent en une journée. Ce n'est pas des procédures longues, c'est vraiment, tout est centralisé en une seule journée et le tout en informatique. Il n'y a pas d'euros, il n'y a pas de déplacement, vraiment tout en une seule journée. La première étape, ce sera de créer un compte sur le site EPSO, de créer un compte, de rentrer ses données, rentrer son CV, etc. et de postuler à l'offre de concours qui est publiée par EPSO. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le site, il est souvent mis à jour
et ils vont souvent poster des avis de concours. Donc si jamais vous voulez en passer, n'hésitez pas à créer un site, rentrer vos données, et si jamais il y a un concours qui vous intéresse, postulez. Donc en fait, le concours se passe en plusieurs étapes. Une fois que vous aurez soumis votre candidature, vous aurez un premier test. Le premier test, ce sera sur des capacités de raisonnement. Donc ce sera principalement des QCM sur le verbal, le numérique et les abrégés. Donc ça va tester vraiment vos connaissances. Ce premier test n'est pas à négliger parce que soit vous le passez, soit vous l'échouez. Il n'y a pas de note. Ce premier test, vraiment, il est déterminant. Et petite chose à retenir, avec beaucoup de préparation, vous pouvez y arriver. Il n'est pas difficile, mais il faut juste bien s'y préparer. Ce premier test, vous le passez dans votre langue numéro 1, parce que si jamais vous avez bien écouté ce que je vous ai dit avant, vous devez parler 2 langues. Donc la procédure se fait en 2 langues. Le premier test se fait dans votre langue numéro 1. Ensuite, si jamais vous réussissez la capacité de raisonnement, vous passez votre second test, toujours dans la même journée. C'est là où la distinction se fera entre les généralistes et les spécialistes. Pour les généralistes, ce sera des questions de connaissances assez larges sur les institutions de l'Union européenne. Ce sera les politiques mises en place, les institutions, le fonctionnement des institutions, enfin vraiment des connaissances qui peuvent être acquises vraiment de manière assez globale. Vous vous plongez dans un livre de droit de l'Union et vous pouvez les avoir. Pour les spécialistes, si jamais vous décidez de passer le concours dans votre branche de domaine, par exemple pour les économistes, pour les juristes ou pour les personnes qui sont des linguistes, ce sera des questions de connaissances dans le domaine précis. Donc ça, vraiment, ça sera votre spécialité, ce sera des questions qui seront précises. Petite précision, ce deuxième test se passera dans votre langue numéro 2. Donc si votre langue numéro 1, c'était le français, vous passerez la première étape en français, et si votre langue numéro 2, c'était l'anglais, ce second test se passera en anglais. Ensuite, si jamais, à la suite de ce test, vous avez un dernier test, un troisième et dernier test, ça sera un test écrit, donc ça sera une sorte de mise en pratique. Avant, le troisième test, c'était un oral, mais ils ont décidé de le supprimer pour vraiment centraliser et rendre plus rapide en fait la procédure de sélection. Donc le troisième test, ce sera un test écrit de mise en pratique qui mettra en avant vos qualités rédactionnelles, verra en fait votre esprit de synthèse, etc. Pareil, toujours ce test se passe dans votre langue numéro 2. Petit conseil, si jamais vous décidez de passer les concours EPSO, chaque concours dispose d'un avis. Donc un avis, c'est un document juridiquement contraignant. Donc en fait, il va répertorier toutes les conditions d'accès au concours, ce qu'ils recherchent et aussi sur quoi ils se sont basés pour faire les tests de sélection. Donc c'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez consulter les documents et vous pouvez regarder sur quels textes ils sont basés, sur quoi en fait qu'est-ce qu'ils cherchent et vous pouvez bien vous préparer au concours. Alors, si jamais vous réussissez tous les tests, bravo, vous avez la qualité de fonctionnaire européen et vous êtes inscrit sur une liste de lauréats. Cette liste de lauréats, c'est appelée liste aussi de réserve et elle est valable pendant 12 mois pour EPSO et elle sera mise à disposition des institutions européennes. Comme je vous l'ai dit avant, EPSO sélectionne, ne recrute pas. Si jamais vous réussissez les tests, ça ne veut pas dire que vous allez forcément avoir un emploi directement au sein des institutions. Donc vous allez être mis sur une liste de réserve et si jamais des institutions recherchent des candidats, vous allez être contacté et vous allez passer des entretiens. N'hésitez pas pendant cette période à être proactif. Essayez d'aller contacter les institutions, essayez de voir si jamais sur leur site, ils n'ont pas mis des offres d'annonces, etc. Ou alors si jamais vous voyez que vous n'êtes pas relancé par les institutions, profitez-en pour approfondir vos capacités. Approfondissez vos capacités dans une langue étrangère. Enfin, vraiment, soyez proactifs parce que c'est vraiment du temps à profit pour vous et pour vous rendre encore plus intéressant pour les institutions. Donc là, je vous ai mis les prochains concours que EPSO va mettre en place. Donc si jamais il y en a qui sont intéressés, vous pouvez voir qu'il y a un concours en grade AD5. Donc si jamais vous avez suivi AD5, c'est le grade généraliste, pour les administrateurs en juillet 2025. Donc voilà, si jamais vous êtes intéressés, juillet 2025, vous pourrez potentiellement passer un concours. Alors, si jamais vous avez quelques doutes, si jamais vous sentez que vous avez du mal, que je ne sais pas, souvent en tant qu'étudiant, on se dit bon,
ça va être compliqué d'y arriver. Sachez que sur le site EPSO, vous avez le nom de contacts qui peuvent vous aider à la préparation. Donc vous avez notamment le contact du secrétariat général des affaires européennes qui sera là et qui pourra répondre à vos questions. Mais aussi sachez que l'INSP, l'Institut national des services publics, offre une préparation au concours européen. Donc si jamais vous êtes intéressé et vous sentez que vous avez besoin d'être poussé, motivé et d'avoir un cadre tout simplement, vous pouvez contacter ces personnes et ils vous aideront à préparer les concours. Alors, à côté de ces postes permanents, donc c'est-à-dire fixes, il est possible de travailler au sein des institutions avec des postes non permanents. C'est-à-dire que si jamais vous n'êtes pas sûr de vraiment faire carrière au sein des institutions, de travailler toute votre vie là-dedans, parce que bon, on se dit voilà, il faut quand même s'engager, vous pouvez travailler au sein des institutions de manière non permanente, c'est-à-dire ce sera des emplois qui seront proposés, mais pas sans date de fin. Donc il y a plusieurs catégories de personnes qui peuvent avoir des postes non permanents. Nous avons notamment les agents contractuels, les agents temporaires, les personnels intérimaires, mais aussi si jamais vous êtes en freelance de votre côté, vous pouvez travailler dans quelques cas avec les institutions européennes, les experts appuyés nationaux, mais aussi des stagiaires. Donc moi, je vais vous parler un petit peu des agents contractuels, parce que nous avons Madame François, qui est agent contractuel au sein du Parlement européen. Alors, qu'est-ce que c'est agent contractuel? Donc, à la différence des fonctionnaires européens, pour candidater en tant qu'agent contractuel, il faudra aller directement sur le site. Tout est clair, encore une fois, n'hésitez pas à fouiller le site et vous verrez que EPSO met en ligne tout un tas de postes à caractère non permanent. Et vous voyez que les domaines sont assez vraiment diversifiés. Nous avons sécurité, communication, finance, langue, droit, vraiment. Tout est diversifié et à la différence des concours, il n'y a pas de deadline, il n'y a pas de date limite pour déposer votre candidature. Donc à partir du moment où vous voyez une offre qui vous intéresse et vous vous dites pourquoi pas tester, vous déposez votre candidature et vous attendez. Si votre candidature rentre dans les clous, si elle intéresse, vous allez être contacté vous-même par les institutions et vous vous invitez à des entretiens et à des tests, un petit peu comme sur les concours, mais bon, c'est un peu moins lourd. Et ensuite, vous pourrez travailler en tant que cast. Pour les profils de cast, il faut savoir que c'est des contrats de 1 an à 3 ans au maximum, et ils sont renouvelables 2 fois au grand maximum. Donc si vous me suivez bien, pour les castes, vous pouvez travailler au maximum 6 ans au sein des institutions européennes. Alors maintenant, je vais vous parler des stages, parce que nous avons monsieur Jacquet en distanciel qui est stagiaire à la commission Blue Book. Alors les stages, toutes les institutions de l'Union européenne proposent des stages. Pour regarder et pour postuler sur les stages, normalement, il faut directement aller sur le site des institutions, mais les choses sont bien faites, car sur le site d'EPSO, tout est listé et vous avez tout est listé, vous pourrez trouver facilement le site, accéder facilement au site de toutes les institutions. Pas la peine de chercher sur Google toutes les institutions de l'Union européenne, sinon vous allez vous y perdre. Alors, pour les stages Blue Book, quelques informations dessus. Alors, les stages Blue Book sont des stages à durée de 5 mois. Donc, il y a 2 stages Blue Book par an. La première période de stage se situe de mars à juillet. Et la deuxième période de stage se situe d'octobre à février. Ces stages sont rémunérés. Environ 1 300 € par mois, ce qui est plutôt intéressant en tant que stagiaire, quand on sait que le SMIC français, c'est à peu près dans ces eaux-là. Il se situe principalement à Bruxelles et au Luxembourg, et il y a environ 1800 stagiaires par an. Donc ça peut être vraiment intéressant si après vos études, vous voulez avoir vraiment vos premiers pas au sein des institutions, mais que vous ne savez pas si vous voulez vraiment vous engager dedans. Ça peut être vraiment une manière de goûter un petit peu aux institutions, et vous pouvez participer directement au processus de travail. Voilà. Alors, il y a quand même quelques conditions à respecter. Dans un premier temps, il faut vraiment soumettre sa candidature dans les délais. Si jamais ce n'est pas dans les délais, votre candidature ne sera pas prise en compte. Ensuite, il faut au minimum avoir un bac plus 3, donc niveau licence, DUT, BUT je crois maintenant. Il faut parler au minimum 2 langues de l'Union européenne. Contrairement au concours de fonctionnaires, il faut obligatoirement qu'une de ces langues soit le français, l'allemand ou l'anglais. Et la deuxième langue parlée doit être parlée niveau B2.
Pas besoin d'être un citoyen européen. Donc ça, c'est très intéressant. Dans la salle, il y a peut-être des Américains, des Puertoricains, des Marocains. Peu importe, vous pourrez postuler au stage Blue Book. Il n'y a pas de limite d'âge aussi. Si jamais il y en a dans la salle qui sont en réorientation, qui doivent se dire « bon, je suis peut-être un peu vieux, c'est peut-être réservé aux personnes un peu plus jeunes », non, il n'y a pas de limite d'âge. Si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à postuler. Cependant, il y a peut-être une contrainte, c'est que si jamais vous voulez postuler en tant que stagiaire Blue Book, il ne faut pas avoir une expérience de plus de 6 semaines au sein des institutions. Donc par exemple, si jamais il y en a qui ont fait des stages au sein du Parlement européen, par exemple avec un député, vous ne pourrez pas ensuite postuler pour un stage Blue Book. Pourquoi ? Parce que EPSO vraiment se base sur l'égalité des chances et tout le monde devrait avoir accès au stage Blue Book. Voilà, donc là, je vous ai remis un petit peu les étapes clés. Donc, si jamais vous voulez y participer, donc comme vous le voyez au début, il y a 12 000 candidatures et à la fin, il y a 900 personnes qui sont sélectionnées. Donc, voilà, il y a un petit tri qui est fait, mais pourquoi pas vous, hein, vous pouvez tenter les concours, vous pouvez y aller. Donc, pour postuler pour les stages d'octobre, il faudra postuler entre février et mars. Et pour les stages de mars, il faudra postuler de juillet à août 2025. Donc là, pour ceux qui sont intéressés, j'espère que j'en ai intéressé dans la salle, sachez que les prochaines dates de candidature arrivent prochainement. Donc ça se passera le 17 février au 17 mars 2025, 10h, heure de Bruxelles, donc heure de France. Donc si jamais vous êtes intéressés, n'hésitez pas à préparer dès maintenant vos candidatures pour les poster dès le 17 février sur le site de la Commission européenne. Donc voilà, maintenant je vous remercie de m'avoir écouté pendant mon discours. J'espère que j'aurai pu inspirer certains étudiants à entrer au sein des institutions européennes. Enfin vraiment, n'hésitez pas à y aller si vous sentez que si les institutions européennes vous inspirent, allez-y. Donc là maintenant, je vais laisser la parole aux intervenants qui parleront. C'est ce que j'allais dire. On n'allait pas se priver. Voilà. Voilà ce que c'est la mission d'ambassadrice. Vous avez vu comme elle est calée, vous avez remarqué, il n'y avait même pas de notes. Hein. Comment elle fait ? Alors elle fait que jusqu'à présent, cette mission d'étudiants ambassadeurs permettait de se rendre donc sur un week-end de début octobre à Bruxelles ou bien au Luxembourg, hein, ça dépend, ça variait d'une année sur l'autre, aux frais de l'université. J'ai parlé à l'imparfait parce que malheureusement, EPSO, j'ai envie de dire comme toutes les institutions publiques, nous avons certaines restrictions budgétaires qui font que dorénavant, en tout cas à la rentrée prochaine, les mêmes sessions de formation et de rencontres avec les professionnels des institutions de l'Union européenne et avec les autres étudiants ambassadeurs de l'ensemble des 27 pays membres de l'Union européenne se fera, vous l'avez compris, en distanciel. Je ne pense pas que ça dénaturera de façon trop négative la mission, puisque le réseau, il existera bel et bien. Et c'est, je pense, Ambrine, un peu l'intérêt aussi de la mission. Ah non, mais oui, vraiment là, mon réseau, il a... Ah bah là, on sent qu'il y a une digestion de l'information assez remarquable. Ouais. Voilà. Et donc, ensuite, quand elle revient de Bruxelles, donc le BIP organise, vous l'avez compris, les aspects logistiques, mais c'est bien notre étudiante ambassadrice qui a pour mission de prospecter auprès de professionnels en poste au sein des institutions de l'Union européenne. Et alors, je trouve qu'Ambrine a particulièrement bien rempli sa mission, puisque cette année, nous avons, et j'en suis hyper contente, parce que je pense que vous allez comprendre que vous n'avez pas, chers étudiants de l'Université Lyon 3, à vous dévaloriser par rapport à d'autres de HEC, d'un IEP quelconque, d'une école de commerce prestigieuse, car monsieur Maxime Placet, qui est quand même administrateur politique au sein de la Direction générale Justice et Affaires intérieures au Conseil de l'Union européenne, est donc diplômé de la session 2018-2019 du Master Droit pénal sécurité, il dira mieux que moi, j'ai peur d'abîmer Thomas Jacquet, qui nous écoute. Vous nous voyez, on vous voit très bien, hein, Thomas Jacquet. Thomas Jacquet, qui est diplômé de la promotion 2022, si je ne dis pas de bêtises, sur le master, le même que vous, je crois, Ambrine, hein, droit des organisations internationales. Et donc, Lucia, est en stage Blue Book, hein, donc stage de la Commission européenne au secrétariat général. Et donc, Lucia François,
qui est l'intrus. Elle n'est pas une ancienne diplômée de Lyon 3, mais elle va pouvoir rassurer nos chères étudiantes et étudiants de la faculté de langue sur les compétences que vous avez acquises à l'université et combien elles sont estimées et appréciées au sein de l'Union européenne. Mais je lui fais confiance, on en a discuté, je sais qu'elle saura vous en convaincre. Alors, merci Ambrine, vraiment merci, parce que alors c'était très tonique et je trouve qu'en très peu de temps, vous avez balayé large. Il va sans dire qu'on va laisser nos invités se présenter à vous. Donc, ils vont nous présenter leur parcours personnel, professionnel et leurs missions actuelles de façon assez concise, puisque bien entendu, le vrai moment intéressant de la conférence, ça va être le temps d'échange. Donc, évidemment, c'est à ce moment-là que vous pourrez poser toutes les questions qui vous viennent en tête. Quel est notre professionnel qui voudrait intervenir en premier? Y en a-t-il un qui se désigne ou dois-je le désigner d'office et qui ne me pose aucun problème? Soyons très clairs. Alors, j'ai envie de dire, allez, on va demander à notre ancien étudiant, je le sens prêt, notre Maxime. Donc, à vous l'honneur, Maxime, nous vous écoutons pour votre parcours et l'émission qui vous occupe aujourd'hui. Parfait, merci beaucoup. Le privilège d'être ancien étudiant, on est premier à tout. Merci aussi à l'Université Lyon 3 de l'invitation, à Ambrine pour l'organisation. C'est une très belle initiative pour pouvoir découvrir un peu ce qui se fait à Bruxelles. Juste aussi une petite remarque avant de commencer. Moi, je parlerai en mon nom propre, évidemment. Je partagerai mon expérience personnelle et je représente évidemment pas mon institution en tant que telle. Il y a à peu près 5 ans, j'étais à votre place, en fait, dans cet auditorium en tant qu'étudiant. Et comme vous, j'avais aucune idée de ce qu'était EPSO, de ce qu'étaient les carrières européennes. Et donc aujourd'hui, je suis fonctionnaire européen au sein du secrétariat général du Conseil, où je travaille sur les politiques européennes de cybersécurité et de cyberdiplomatie. Donc la négociation de textes législatifs, notamment dans ces domaines. Et pour arriver à ce point, je ne suis pas issu d'une grande famille de ministres ou de hauts fonctionnaires. Je n'ai pas fait de grandes écoles, universités, style Oxford, Collège d'Europe. Je suis juste arrivé à Bruxelles il y a à peu près 5 ans pour un stage avec mon diplôme de l'Université d'Angers et mon diplôme de l'Université de Lyon 3. Et donc, c'est le premier message, finalement, c'est que c'est accessible pour tous. Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est accessible. Et le secret, ou les secrets, pour moi, les deux choses importantes, ça a été une année en Erasmus que j'ai fait à l'université de Strathclyde à Glasgow, qui m'a permis déjà parce qu'il y a ces besoins de langue, de parfaire mon anglais, mais aussi de s'ouvrir déjà un peu au multiculturalisme, parce que l'Union européenne, les carrières européennes, c'est ça, c'est travailler avec des personnes de beaucoup de nationalités, donc il faut déjà avoir cet esprit, et l'année d'Erasmus, pour moi, a été un vrai plus pour ça. Le deuxième secret, ce sont les stages. Les stages, évidemment, au sein des institutions européennes. D'ailleurs, on s'est rendu compte qu'on était presque de la même promotion au sein du Conseil. J'ai fait un stage aussi au sein du Conseil. Mais aussi, moi, dans mon cas, j'ai fait des stages... à la base, je voulais être commissaire de police. Donc, j'ai fait des stages auprès des services de police et de gendarmerie en France, à l'étranger. Et ça permet aussi d'avoir cette expérience professionnelle, de développer un réseau, parce que le réseau est aussi très important, et de comprendre comment fonctionne, notamment dans les stages au sein des institutions, déjà comment comprendre la machine et comment on peut ensuite l'intégrer. Et je ne vais pas être trop long sur ma présentation, je laisserai plus le temps aux questions. Deux autres messages, mais ça a déjà été bien montré par la présentation d'Ambrine, c'est qu'il y a vraiment une pluralité de métiers. Moi, je suis issu de droit. Je travaille donc sur les questions de cyberdiplomatie, cybersécurité, sur les questions donc plus de politique, de négociation. Mais voilà, il y a Lucia qui est traductrice, il y a des experts en finance, en sécurité, il y a de la communication, il y a vraiment beaucoup de choses. Donc il ne faut pas se limiter. Le point commun, c'est évidemment que, comme je disais, vous allez vous retrouver dans un environnement multiculturel, avec des collègues de 26 nationalités, et ça, c'est vraiment très, très enrichissant.
Le deuxième message, ou le dernier plutôt, c'est que c'est ouvert aux jeunes. C'est ouvert aux jeunes et malgré mes cheveux, j'en suis la preuve, puisque j'ai fait mon stage, j'avais 23 ans. Je suis arrivé ensuite en tant qu'agent temporaire à 24 et je suis fonctionnaire, j'ai été fonctionnaire à 27, il y a un an. Donc c'est possible et donc je vous encourage évidemment à vous lancer. Intéressez-vous, venez à Bruxelles, toutes les institutions ont des centres de visite, donc vous pouvez venir visiter et un peu vous immerger dans la ville. Et voilà, il faut oser, il faut vraiment oser parce que c'est des très très belles carrières. Et moi-même, quand je suis arrivé, je me suis dit, oh, qui je suis étudiant de Lyon 3 et il y avait des gens voilà, de belles universités, mais c'est vraiment possible, donc je vous encourage à passer le pas. Voilà, merci. Merci beaucoup, Maxime. Alors, si vous le voulez bien, Lucia, je vais peut-être donner la parole à Thomas Jacquet, parce que ça ne doit pas être... je ne sais pas, il va nous dire comment il vit de vivre tout ça à distance. Et puis surtout, on va écouter pareil votre parcours et vos missions de stage. Si vous m'entendez, la parole est à vous, Thomas Jacquet. Je vous entends. Est-ce que tout le monde m'entend aussi? On vous entend parfaitement bien. Parfait. Alors déjà, bonjour à tous. Merci de m'avoir invité pour cette conférence dédiée aux carrières dans l'Union européenne. Je me souviens, j'étais à votre place pour cette même conférence il y a quelques années maintenant, et donc ça me fait plaisir de partager avec vous mon parcours et échanger dans un second temps sur vos questions. Donc moi, j'ai fait ma licence en droit, effectivement à Lyon 3, option droit public. Et ensuite, j'ai fait un master droit international public également à Lyon 3. Et j'ai fait la première année de ce master en Erasmus. Et comme dit Maxime, je pense que c'est une chance parce que l'Erasmus, donc j'étais en Suède, à Lund, et ça m'a permis d'avoir une année dans laquelle tout a changé. J'ai tout redécouvert finalement. C'est-à-dire qu'il a fallu se plonger dans un monde entièrement en anglais, dans la vie de tous les jours, dans les cours. Il a fallu rencontrer des nouvelles personnes qui venaient d'horizons très divers, de beaucoup de pays, en Europe et hors Europe. Et cet Erasmus a vraiment été un déclic pour moi dans le sens où j'ai eu envie de repartir. Donc je suis venu finir mon master quand même à Lyon. Hein, bien sûr, j'ai été diplômé en 2023. Et ensuite, je me sentais pas forcément légitime avec seulement un master, 5 ans d'études. Je me suis dit, est-ce que vraiment je peux arriver sur le marché du travail, trouver un travail? Et donc, j'ai décidé de poursuivre mes études. Donc, je suis allé à l'université de Maastricht, aux Pays-Bas. Encore une fois, j'ai souhaité partir, m'éloigner. Et j'ai fait un master orienté plus Sciences Po et relations internationales, mais toujours dans le domaine européen et international pour coller avec le reste de mon parcours. Donc j'ai été diplômé l'année dernière et ensuite j'ai commencé mon stage à la commission le 1er octobre. Donc au sein du secrétariat général, je m'occupe de l'accès aux documents. C'est-à-dire que n'importe quel citoyen de l'Union européenne ou résident de l'Union européenne peut demander accès à un document et je serai là pour vous le donner ou pas, en fonction de critères juridiques que nous appliquons. Donc le premier point que j'aimerais souligner par rapport à mon parcours et le stage, c'est vraiment l'ouverture à l'international. C'est vraiment partez en Erasmus. C'est une chance absolument inouïe qu'on a le programme Erasmus en Europe. Vous pouvez partir gratuitement, enfin pour le prix de votre scolarité en France, dans n'importe quel pays de l'Union européenne. Vous pouvez, avec les partenariats de l'Université Lyon 3, partir n'importe où dans le monde même. Et c'est vraiment une chance de vous ouvrir à d'autres cultures, d'autres méthodes d'enseignement aussi, c'est très important, rencontrer des nouvelles personnes. Et moi, j'ai encore des contacts fréquents avec des gens avec qui j'étais en Erasmus et ça tisse vraiment des liens. Un réseau, certainement aussi, mais des liens qui dureront une vie. Le deuxième point que j'aimerais souligner, c'est la proactivité. Soyez proactifs. Je sais que des fois, on n'a pas toujours le temps, on se dit, ou alors on ne sait pas par quel bout commencer. On se dit, mais qu'est-ce que je vais faire?
je suis un étudiant, je suis en licence, je suis en première année de master, par quel bout je peux attaquer, être proactif. Un premier conseil, c'est utiliser vos vacances d'été. On a 3-4 mois largement de vacances d'été, donc faites des stages. Moi, en licence, j'ai fait des stages dans une étude notariale, dans un cabinet d'avocats. Ensuite, en master, quand je savais que je voulais travailler à l'international, peut-être dans les institutions, j'ai regardé pour faire un stage. Et puis j'ai vu que les stages, c'était 5 mois. C'était trop long, j'avais pas le temps par rapport à mon cursus. Et donc je me suis dit, est-ce qu'il n'existe pas un moyen de s'intéresser aux institutions sans faire le stage obligatoire de 5 mois? Et j'ai découvert, par exemple, au Parlement, il y a cette possibilité de faire une visite d'études. C'est-à-dire que vous venez pour une période déterminée, qui ne doit pas dépasser 2 mois, pour étudier un sujet relatif à l'Union européenne au Parlement. Donc, grâce à ça, j'ai pu rentrer au sein du secrétariat général du Parlement et j'ai découvert le fonctionnement d'une institution européenne à l'intérieur, comment ça se passait au jour le jour, quels étaient les processus. Et donc, cette expérience m'a permis de voir si ce métier pourrait potentiellement m'intéresser. Ça m'a également permis de conforter mon choix dans mon cas. Donc, si j'avais 2 conseils à vous dire, c'est partez à l'international et soyez proactifs. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Thomas. Je veux laisser parler Lucia. On reviendra sur la question des stages pour pas que ça vous embrouille la tête, vous dire ce qui est possible en droit français et ce qui est également possible au niveau de l'Union européenne, car les règles sont pas les mêmes. Et comme vous le voyez, des stages post-études sont possibles quand ils sont basés sur le droit européen, quand ils ne le sont pas, quand le stage est basé sur le droit français. Là, je tease un petit peu, mais on y reviendra. Et à présent, on va avoir le plaisir d'écouter notre traductrice Lucia François. Alors, qui n'est pas une ancienne de Lyon 3, c'est son seul point faible, mais qui a beaucoup de choses à nous dire pourtant. On vous écoute, Lucia. Bonjour à tous. Donc Maxime et Thomas, ils ont soulevé des points très intéressants, donc j'ai pas du tout la pression, mais je vais vous présenter mon parcours assez rapidement et puis je vais vous laisser poser des questions. Mon parcours devrait vous inspirer parce que je pense que même si vous venez de très loin et que vous vous êtes pas du tout vu arriver quelque part au Parlement européen ou dans une institution, c'est possible. Donc, je suis née en Slovaquie. Quand j'avais 17 ans, je suis partie en France. Donc, j'ai intégré un lycée scientifique en France. Donc, j'ai passé mon bac en France. Suite à quoi, j'ai fait une année de PACES. Donc, maintenant, c'est plus la PACES, il me semble, mais c'était la première année d'études de santé commune, où je me suis rendu compte que c'était peut-être pas la voie qui m'intéressait le plus. Mais ça aura son importance parce que tout ce que vous faites est important et tout ce que vous faites va vous servir. Donc, suite à ça, j'ai changé de voie et j'ai fait une LEA à Caen, j'étais en Normandie. Et après cela, je me voyais traduire en fait. J'ai toujours fait ça depuis que j'étais en France, depuis que j'avais 17 ans. Dès que j'ai emmené mes amis ou ma famille est venue me voir, mais j'ai toujours traduit, interprété pour les gens. Donc ça me paraissait naturel en fait. Et donc j'avais qu'un seul choix. Je ne sais pas s'il y en a qui sont en licence et ils doivent choisir un master, mais moi j'en ai choisi qu'un et c'était l'INALCO à Paris parce que c'était une fac de traduction et d'interprétation où ils enseignaient le slovaque aussi, la seule en France du coup. Et donc j'ai réussi à intégrer cette fac-là et comme a dit aussi Maxime et Thomas, je suis bien évidemment partie en stage plein de fois, à plein d'endroits. J'étais à New York, à Bruxelles, à Prague. Donc à Paris, pour moi, c'était aussi un petit peu... voilà, c'était Paris quand même. Je viens d'une petite ville, enfin, petite ville, non, c'est pas vrai, mais je viens d'une plus petite ville en Slovaquie, certainement pas aussi grande que Paris. Et j'avais cet objectif, en fait, depuis très longtemps. Je veux traduire pour les institutions. Je voulais y aller. Et donc... vraiment, ce que je peux vous dire, moi, en tant que quelqu'un qui a enfin réussi, c'est d'être persévérant, quoi. Vraiment, je voulais ça, j'ai tout fait pour, et ça va finir par payer, en fait. Donc, mon dernier stage, c'était au Conseil de l'Union européenne, à Bruxelles, où j'étais au bureau pendant 6 semaines. Et après, il y a eu le Covid. Donc, j'ai continué mon stage en télétravail, mais...
Ça m'a permis de le faire 2 fois, parce qu'à l'époque, on avait de l'espoir que ça allait se calmer, mais ça ne s'est pas calmé. Et ça m'a donc permis de rencontrer des professionnels du milieu, de me faire un petit peu un nom parmi les traducteurs. Ils se rappelaient de moi, ils aimaient bien mon travail. J'ai fait beaucoup d'efforts pour qu'ils me retiennent. Mais bon, un stage, ça ne vous donnera pas forcément un travail. C'est ça aussi qu'il faut retenir. C'est pas parce que vous avez un stage et qu'on vous aime bien que tout de suite vous aurez un travail. Ça marche pas comme ça. Ça dépend des besoins. Ça dépend déjà si on vous retient et si vous travaillez bien, parce que bien évidemment, vous avez un peu plus de chances qu'on vous invite à passer un cast si vous avez été fort. Donc après, j'ai créé mon entreprise de freelance parce que je n'avais pas ce que je voulais, donc je n'avais pas mon travail et c'était le plein Covid. Donc si vous êtes maintenant toujours étudiant en traduction ou de linguiste et vous voulez ouvrir votre entreprise, n'attendez pas. Ouvrez-la maintenant, parce que toute expérience va compter, tout va compter dans vos décomptes pour vous calculer votre salaire, tout compte en fait. Donc si vous hésitez à ouvrir votre entreprise, allez-y, parce que moi, si je devais refaire un truc, je l'aurais ouvert plus tôt. Et donc au bout de 2 ans de mon entreprise, j'ai enfin été invitée à passer CAST. J'ai réussi donc le concours CAST pour avoir une place temporaire. Mais même si je l'ai réussi, ils ont choisi un autre candidat, donc j'avais mon cast, mais j'avais toujours pas de place. Et donc c'est là encore où il fallait persévérer et pas abandonner et croire en soi, parce que ça va finir par payer. Et même si j'étais très énervée à l'époque, j'ai quand même continué de m'inscrire partout, d'aller à l'entretien, j'y allais en personne, je prenais le train, je faisais vraiment tout pour leur faire comprendre que je voulais vraiment y aller. Et donc, 2 ans et demi plus tard, après l'ouverture de mon entreprise, j'ai enfin eu l'appel que je voulais. Et donc, c'était l'appel de mon chef de l'unité actuelle du Parlement qui m'a demandé si ça m'intéressait de venir travailler 6 mois. Et bien évidemment que ça m'intéressait. Et maintenant, ça fait plus de 2 ans que j'y suis. Donc, même si c'est un poste temporaire et que, évidemment, j'essaie aussi les concours pour être permanent, déjà, si vous avez un poste temporaire ou un stage, c'est déjà un premier pied là-dedans, en fait. Et bien évidemment, il y a l'égalité des chances, il faut avoir un concours, vous ne pouvez pas contourner cela. Mais si on sait déjà que vous existez, déjà parce que, par exemple, pour vous inviter, c'est pas juste vous inscrivez sur EPSO et puis magiquement, un jour, on va vous inviter, en fait. Il faut être vraiment proactif et essayer même vous de contacter des unités, tout ce qui peut vous intéresser, en fait, parce qu'il vous faut cette invitation pour passer le cast, en fait. Ça, c'est déjà la première étape. Et aussi, je voulais revenir sur un petit point que Ambrine disait pour les 6 ans renouvelables. Donc, c'est 6 ans au sein d'une institution. Donc, il y a beaucoup de collègues qui travaillent avec moi, qui ont eu leur concours permanent au bout de 5, 8, 10, 12 ans, en fait. Ça peut prendre très longtemps, mais c'est pas pour autant que c'est inatteignable. Vous pouvez très bien passer cast et travailler 6 ans pour le Parlement, puis après pour le Conseil, puis après pour la Commission, en fait. Et souvent, comme on se connaît tous, c'est quand même un petit milieu, au moins les traducteurs. Souvent, on sait qu'il y a une place là-bas. Enfin, vous voyez, vous le saurez en fait. Et si vous êtes bon, ils vont pas vous laisser partir. Donc voilà, actuellement, je suis au Parlement depuis plus de 2 ans. J'aime beaucoup mon travail. C'est vraiment une super carrière. Et si vous parlez 3 langues de l'Union européenne et vous avez envie d'avoir le meilleur travail possible que vous aurez probablement pas dans le secteur privé et encore moins en freelance, hein, parce que je sais ce que je dis, hein, c'est quand même pas très simple d'être traducteur. Ça dépend des langues, mais en tout cas, moi, je fais du slovaque, donc je vis en France. Je faisais concurrence à des Slovaques qui traduisaient en Slovaquie pour les prix slovaques, hein, donc c'était vraiment pas très simple. Donc voilà, moi je peux que vous recommander ça, mais vraiment munissez-vous de persévérance et ça va payer en fait. Ça peut que payer si vous vous arrêtez pas d'essayer. Voilà. Alors, je vous remercie d'ores et déjà vivement tous les 3. C'était clair, concis, et puis surtout, vous nous laissez le temps des échanges. Alors, juste une première synthèse. Vous avez remarqué que même si j'ai pourtant lourdement insisté sur le fait qu'il s'agissait pour 2 d'entre eux d'anciens diplômés, vous avez remarqué qu'il était en réalité très peu question de diplôme. Pourquoi je vous dis ça? Parce que très souvent, vous avez beaucoup de stress. Je m'adresse en particulier aux étudiants de licence. Mais quel master? Est-ce que je prends le master parcours bidule ou le parcours truc? Ça, je vous le dis très honnêtement, et je parle devant témoins. Il n'y a qu'à nous, il n'y a qu'auprès de nous que c'est signifiant. La Commission européenne, figurez-vous que le parcours machin chose ou le parcours bidule, elle ne sait même pas de quoi on cause.
Donc vous avez remarqué que le dénominateur commun de ces trois personnalités, c'est comme ils l'ont chacun répété, le fait d'être actif, le fait d'avoir multiplié les rencontres, les stages, les échanges, la persévérance. Vous avez remarqué qu'il s'agit bien de ça. Et alors pour le coup, je vais faire un parallèle avec la fonction publique d'État française. On est un peu sur les mêmes logiques. Alors on est plutôt proche sur les process de recrutement de la fonction publique territoriale pour ceux qui la connaissent, puisque c'est un peu le même ordre d'idée. On passe le concours et là on est dans une base de fonctionnaires potentiels et c'est ensuite à chacune des collectivités de vous recruter ou pas. D'accord ? Tandis que la fonction publique d'État, on passe un concours pour un poste identifié. Mais en réalité, les logiques, là où elles se rapprochent, comme on vient d'écouter nos professionnels, eh bien, c'est sur cette logique qui souvent vous échappe. Bien sûr qu'il y a la première étape écrite, qui nécessite un certain nombre de compétences, plutôt de nature scolaire, pas seulement. Mais en réalité, derrière, ce qui va vraiment donner le levier à un recrutement, eh bien, ça va être vous. Vous voyez, nous, quand on assiste à des jurys de sélection à un concours, et c'est exactement la même chose, en fait, on se projette, est-ce que oui ou non, on pourrait collaborer avec tel ou tel candidat ? C'est ça le sujet. Ne l'oubliez jamais, parce que souvent, c'est pas clair. On cherche le candidat, c'est-à-dire, est-ce qu'il va être à l'aise dans l'équipe existante? Est-ce qu'il comprend les missions, la nature de l'institution? Est-ce qu'il va apporter quelque chose de différent, c'est-à-dire développer la culture de l'entreprise, de la structure? C'est bien de ça dont on cause. Est-ce que ça vous parle, ce que je dis ? Ça leur parle, formidable. Eh bien, chères étudiantes, chers étudiants, la parole est donc à vous. S'il vous plaît, pas d'autocensure, il n'y a pas de questions stupides, elles sont toutes intéressantes. Et le tout, c'est on a 1 heure devant nous vraiment pour balayer large sur tout ce qui vous préoccupe. Ah, on a une main qui s'est levée, c'est donc lancé. Bonjour, c'est parce que je dois aller en cours à 13h. En fait, c'est une question surtout dirigée à Madame François, peut-être, qui est dans la sphère des langues. Je pense que moi et peut-être d'autres gens se demandent si il y a d'autres métiers que de traducteur et interprète qui est très difficile de ce que vous-même vous avez dit. Et voilà, est-ce que dans la sphère de la recherche des langues ou d'autres métiers par rapport à la linguistique dont vous savez? Merci pour votre question. Alors moi, je suis traductrice. Effectivement, nous avons aussi des interprètes qui, eux, passent à notre concours. Il y a aussi des jurys linguistes. En ce qui concerne la langue, ça va être les principaux débauchés, quoi. Mais après, une fois que vous intégrez les institutions, ça ne veut pas dire que ça y est, vous êtes figé à ce poste à vie, en fait. Il y a beaucoup de programmes de mobilité. Vous pouvez toujours vous intéresser à d'autres unités, faire des missions dans d'autres unités. Et une fois que vous avez le concours, vous pouvez très bien vous réorienter. Mais en tout cas, pour entrer, si vous êtes linguiste, je pense que traducteur, et d'ailleurs, c'est pas très difficile en vrai. Vous pouvez apprendre sur le tas, franchement. Vous pensez que c'est difficile, mais vous êtes natif en fait, vous parlez une autre langue et ça vous prédispose déjà à réussir en fait. Donc, faut pas se dire que c'est difficile. Et voilà. Je pense pas qu'il y ait beaucoup plus. Non. Et dans le prolongement de ce que dit Lucia, c'est pour ça que j'ai insisté sur le fait qu'il faut avoir une logique diplôme, mais il faut aussi en sortir. Parce que moi, je vous le dis, par exemple, je gère le partenariat depuis 22 ans avec le ministère de l'Europe des Affaires étrangères. Et je peux vous dire, parce que ça devrait vous intéresser également, en toute logique, vous retrouvez d'ailleurs la procédure pour ceux qui se sont pas servis dans le guide pratique du stage à l'étranger. J'ai des étudiants en langue qui aujourd'hui sont cadres d'Orient, enfin des anciens diplômés, cadres d'Orient, ou en tout cas en poste fort intéressant au sein même du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Alors certes, ils avaient cette cerise sur le gâteau d'être parfaitement trilingues, hein, puisque là il s'agissait de profils linguistes. Mais pour autant, ils avaient tout au long de leur parcours, et notamment via les stages qu'ils ont pu décrocher pendant leur licence LEA, parce que là je parle plus d'LEA, je ne sais pas si c'est ce qui vous intéresse,
La vie est bien faite. C'est marrant, je l'ai senti. Je suis un LLCE. Ah C'est non, pour ça, alors c'est plus la vie n'est théorique. pas si bien faite que ça. Mais bon, il y a des LEA dans la salle et ça, je le sais. Mais c'est valable pour les LCER, hein, parce que vous pouvez tout à fait décrocher des stages, pas seulement dans ce domaine de métier qui relève de l'expertise linguiste de traductrice, mais si vous trouvez des stages qui vont eux-mêmes vous permettre d'acquérir de nouvelles compétences. Ces nouvelles compétences seront tout à fait transférables sur des institutions de cette nature. Autrement dit, certes, vous avez un diplôme estampillé fac de langue, ça ne veut pas dire que vous devez à tout jamais ne faire que des langues. Tout va dépendre de vos envies déjà et de comment vous avez pu décrocher des opportunités. Vous voyez ? Et souvent, les étudiants de langue, et on en avait discuté, ça l'a fait rire avec Lucia. Bon, alors déjà, dans un premier temps, ils commencent par vous dire qu'ils savent rien faire. Et à la rigueur, s'ils savent faire un truc, c'est qu'ils parlent des langues. Si tout va bien, ils finissent par concéder au moins ça. Non, ce n'est pas vrai. Hein. Vous avez acquis déjà rien qu'à l'université, dans les méthodologies d'apprentissage en autonomie, dans tout ce qu'on vous demande à l'université, déjà un certain nombre de compétences. Et au travers de l'ensemble des expériences, et je dis bien l'ensemble, celui qui fait un job à McDo, il acquiert plein de compétences et de savoir-être professionnel. Et croyez-moi, par exemple, si je m'attarde sur McDo, tout le monde connaît la culture pro de McDo et tout le monde sait que c'est une très bonne école professionnelle. Par exemple, pardon de vous parler de McDo, mais c'est valable sans doute pour KFC et Quick, je les connais moins, mais je ne fais pas de pub là. Mais vous comprenez l'idée. Ne vous cantonnez pas au libellé qui a marqué sur votre diplôme. Ça donne des indicateurs sur votre profil et votre nature. Ça ne vous résume pas à 3 mots-clés. Ce n'est pas vrai. Merci beaucoup, merci. Avec plaisir. Question suivante. Bonjour, en fait, j'aurais une question pour Monsieur Jacquet. En fait, vous avez parlé des visites d'études au Parlement européen et je voulais juste savoir par quelle démarche on doit passer pour accéder à une telle opportunité et si c'est ouvert pour les étudiants qui ne sont pas ressortissants de l'Union européenne, en fait. Merci. Alors, autant que je me souvienne, je pense que c'est ouvert à tout le monde. Et la procédure relativement simple, c'est expliqué sur le site du Parlement. Si vous voulez vous renseigner, vous tapez Parlement européen visite d'études. Et en fait, vous faites une proposition de visite d'études avec une durée, vos dates, et vous trouvez un sujet sur lequel vous voulez vous renseigner, qui a un rapport avec le Parlement et l'Union européenne, c'est mieux, hein, bien sûr. Et ensuite, le service des visites d'études voit avec l'unité qui peut être concernée ou la direction générale, leur demande l'accord, bien sûr, et vous donne son accord sous réserve de quelques formalités administratives, le casier judiciaire, la carte d'identité, il me semble que c'est à peu près tout. Merci. Question suivante. J'aimerais savoir si, au niveau des postes non permanents, notamment les agents contractuels, est-ce qu'on recrute des personnes de 50 ans et plus, d'une part. Et j'aimerais savoir également, concernant la langue numéro 2, lorsqu'on passe les tests, est-ce qu'il y a des combinaisons linguistiques qui sont favorisées par rapport à d'autres et par ailleurs, pour les personnes parlant 3, 4 ou 5 langues, est-ce que ce critère rentre en compte dans la sélection ou finalement, peu importe? Je suis désolée, ce sont 3 questions. C'était pour le domaine linguistique ou en général? Alors, non, il n'y a pas de limite d'âge à ce que je sache pour la sélection. D'ailleurs, même quand j'étais au Conseil de l'Union européenne en stage, nous avions une stagiaire qui avait, il me semble, 62 ans. Donc, il n'y a vraiment pas de discrimination liée à l'âge. Et, pardon, c'était quoi la question suivante? S'il y a des combinaisons linguistiques. Ah oui. Ça va dépendre vraiment du concours. En ce qui concerne les traducteurs, effectivement, tous les concours que j'ai passés, c'était l'anglais en 2 obligatoire.
Mais il y a des métiers où ça importe peu, mais en tout cas dans les langues, oui. Et de toute façon, ils vous testent toujours sur 2 langues. Ils vont toujours vous demander si vous en connaissez plusieurs, mais le test se déroule en 2 langues en plus de l'Union européenne. Après, bien sûr, c'est un plus. Il y a des langues qui sont pas favorisées, mais on va dire qu'on est en manque. Par exemple, la langue scandinave, parce qu'on a du mal à recruter du personnel de la Scandinavie, où eux, ils ont déjà un très bon niveau de vie, donc ça les intéresse pas forcément. Ou alors des langues comme l'irlandais ou le maltais, où il y a très très peu de natifs. Donc voilà, ça va peut-être être plus vous aurez plus de chances de réussir parce qu'il y a moins de candidats, mais il n'y a pas de préférence faite par rapport à la langue. C'est vraiment les résultats qui vont décider si vous passez ou pas. Très bien, question suivante. Bonjour, j'avais une question sur la continuité de la carrière. Est-ce que le fait de commencer en étant agent contractuel et d'ensuite passer le concours pour être agent permanent au bout de quelques années, est-ce que au moment de passer le concours, vous direz que ça vaut le coup de faire comme ça plutôt que de le tenter directement? Est-ce qu'on a plus de chance? Est-ce que même du point de vue de l'expérience professionnelle qu'on aura acquis, c'est bénéfique? Et puis du point de vue recruteur, il préférerait quelqu'un qui a déjà une expérience dans l'Union européenne? C'est une excellente question parce que en fait, moi mon parcours je l'ai pas spécifié, mais moi j'ai pas fait le concours EPSO et je suis quand même fonctionnaire européen. C'est que donc j'ai fait le stage et comme disait Lucia, c'est vraiment très important parce que ça permet déjà de se faire connaître. Et à l'issue de ce stage, on m'a invité pour le fameux CAST dans l'unité dans laquelle j'étais. J'ai passé donc cet examen, je l'ai réussi, j'ai été à l'entretien, je ne l'ai pas eu. En revanche, quelques mois plus tard, on m'a rappelé pour un autre poste. Et donc, je suis entré en tant qu'agent temporaire. J'ai été agent temporaire pendant 1 an. Et ensuite, au sein de mon institution, au sein du conseil, il y a ce qu'on appelle des concours internes. Donc, c'est des concours qui sont réservés uniquement aux personnes qui travaillent déjà dans l'institution. L'avantage et l'inconvénient de ces concours, l'avantage, c'est qu'il y a beaucoup moins de monde, évidemment, puisque en plus, le conseil, c'est pas aussi grand que la commission, donc il y a beaucoup moins de candidats. L'inconvénient, c'est que les candidats sont très bons puisqu'ils travaillent déjà tous dans l'institution. Donc, la qualité est plus importante. Mais c'est moi ce qui m'a permis de rentrer ensuite en tant que fonctionnaire, donc via ce processus interne. Et donc, après, j'ai pu être nommé sur le poste en tant que fonctionnaire sur le poste que j'occupais avant. Donc, je pense que comme c'était mentionné par les deux collègues, rentrer, que ce soit via un poste de contractuel ou de stagiaire, déjà, c'est un vrai plus. C'est un vrai plus parce que il faut être aussi honnête, la bulle des institutions, et encore plus bruxelloise, c'est une petite bulle, tout le monde se connaît. Et c'est en se faisant connaître qu'on arrive à récupérer et avoir des postes. Voir qu'il y a des postes d'ailleurs, hein, parce que je trouve que les informations, certes, c'est sur le site de EPSO, mais parfois, il y a effectivement des concours internes ou des postes qui s'ouvrent en interne, et en fait, ou même dans les agences européennes, vous voyez. Et tout ça, ce sont des choses que vous apprenez parce que vous avez du réseau, et ils vous disent, tiens, t'as vu ce concours, tiens, t'as vu, ils cherchent là. Mais ça, sinon, vous pouvez être chez vous et passer, je sais pas, 1 fois par semaine, vous regardez tous les sites, où est-ce qu'il y a du nouveau ou pas. Vous pouvez, hein, mais ça va être beaucoup plus simple si vous êtes déjà dedans. Et par contre, moi, je pense que vous pouvez très bien ne jamais mettre un pied dans une institution européenne, faire le concours, se faire inviter, réussir et y aller, en fait. C'est possible, hein. Mais vous allez être beaucoup plus préparé si vous avez déjà un pied dedans. Et en plus, vous allez être payé pour patienter d'avoir votre concours. Donc, c'est pas mal, quoi. On est par là. Bonjour, merci beaucoup pour vos interventions. C'était très intéressant. J'avais aussi une question par rapport à la visite. À la visite d'études au Parlement européen. C'était pour savoir quel sujet est-ce que vous aviez choisi et est-ce qu'il y a des sujets où on est plus ou moins sûr d'être pris ou des choses un peu plus touchy. Enfin, moi, par exemple, ce qui m'intéresse, vu que je suis en master et que j'aimerais faire un mémoire sur le sujet, c'est plus les migrations. Et je ne sais pas si c'est quelque chose qui pourrait s'ouvrir au niveau du Parlement européen. Et aussi, est-ce qu'il y a un moment
en général au Parlement et au Conseil, etc., pour candidater qui est plus intéressant à un moment dans l'année, quoi, parce que je ne sais pas si en été, par exemple, c'est peut-être beaucoup je vais peut-être commencer la réponse. Donc là, la présentation que vous a faite Ambrine sur les stages, vous l'avez compris, les Blue Books, on est uniquement sur la Commission de l'Union européenne. Donc le Parlement, la Cour de justice européenne. L'an passé, on avait un témoin qui était en stage à la Cour de justice. Tout ça, on ne va pas vous donner de réponse précise, puisque effectivement, c'est davantage au fil de l'eau et des besoins exprimés par ces différents organes. Ce que je peux vous dire en revanche, même si je rejoins Lucia, on ne peut pas faire des veilles de tout et tout le temps, sachez quand même que toutes ces instances communiquent extrêmement bien sur LinkedIn, hein. EPSO aussi d'ailleurs, entre parenthèses. Est-ce que tout le monde, levez la main, tiens, a un profil LinkedIn, attention, en anglais? Ah, je vous ai coincé là. Ouais. Et en français? Alors même si on est très fiers de notre belle langue, là je m'adresse à Thomas, Lucia et Maxime, on est très fiers de notre belle langue. Est-ce qu'on parle tant français que ça au quotidien à la Commission, au Parlement ou au Conseil de l'Union européenne? Ça dépend. Ça dépend un peu des unités, je dirais. Ça dépend des moments aussi, parce que par exemple en 2022, il y avait la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Et évidemment, la France avait à cœur de promouvoir sa langue. Et donc, on parlait beaucoup en français pendant ce temps, au Conseil en tout cas. Mais ça, c'est quand même un avantage qu'on a, nous, Français, c'est que presque d'emblée, on arrive avec le français et l'anglais et natif, enfin pour le français en tout cas. Et ça, c'est vraiment un plus parce que du coup, c'est un avantage. Merci. Je ne sais pas si les collègues ont... Moi, je trouve que c'est kiff-kiff. Et effectivement, ça dépend des unités. Il y aura des unités où ça va être beaucoup d'anglais, beaucoup de français. Enfin, à Bruxelles, je trouve que tout le monde parlait quand même français, plus ou moins. Au Luxembourg... on peut se comprendre, mais il y a quand même beaucoup d'Allemands et beaucoup de luxe. Enfin, voilà, il y a beaucoup de gens qui parlent allemand, mais en général, oui, si vous parlez français et anglais, ça ira très bien. Mais oui, il faut quand même l'anglais. Hein, mais le français, c'est un avantage, c'est sûr. Thomas, vous voulez ajouter quelque chose par rapport à ça? Et après, on répondra plus en détail sur le détail de la question. Je dirais que oui, peut-être pas tout le monde, mais 95% des personnes parlent français et seront capables de vous parler français. Même si elles disent qu'elles ne parlent pas français, qu'elles ne sont pas contentes de leur français. C'est parce qu'on leur a mis des complexes, mais en réalité, ils savent s'exprimer en français, j'ai compris. Mais dans le travail au quotidien, en général, moi, dans mon unité, il se fait en anglais, mais j'échange régulièrement en français sur des sujets avec des collègues. Mais certaines unités travaillent plus en français. La langue allemande, qui est la 3e langue officielle, par contre... très rarement utilisé. D'accord, donc si je vous suis tous les trois, c'est parfaitement cohérent d'avoir un profil LinkedIn en français, contrairement à certaines autres organisations internationales. Là, on est cohérent. À mon sens, c'est pas un problème. Très bien. Oui. C'est bon à savoir, hein, parce que c'est pas vrai pour tout. Par exemple, quand on postule sur des antennes américaines, etc., de l'ONU, bon, le français... ne sera pas trop parlé. Bref, donc votre question, c'était des stages un peu plus thématiques, un peu plus fléchés sur les différentes instances. Donc, j'ai donné un premier élément de réponse. Est-ce que vous en avez d'autres sur des stages au sein d'autres institutions que la Commission ? 1, 2, 1, 2. Alors, au Parlement, nous avons également des stagiaires 2 fois par an. Donc, ce n'est pas les mêmes périodes. Il me semble qu'ils arrivent en février et en octobre. Donc, je ne sais plus exactement le site, mais si vous tapez Stage Union Européenne dans Google, vous allez avoir le premier site avec littéralement les 12 institutions ou 13 qui proposent les stages listés une par une. Donc, vous allez pouvoir regarder les délais et les durées des stages. Mais nous aussi, on en propose et on a régulièrement des stagiaires. On en prend souvent 3 par période. Mais c'est toujours un calendrier. C'est toujours la même période qui se répète. C'est pas au fil de l'eau. D'accord. Du moins dans les unités classiques au Parlement. Pour les députés, c'est autre chose. Les députés, ils ont eux la main sur le choix et de l'étudiant ou du stagiaire et de la durée. Mais si vous vous inscrivez au stage Schumann au Parlement, c'est donc aussi 5 mois, 2 fois par an. Pour info, on a des étudiants régulièrement qui sont recrutés dans les stages Schumann. Je dis ça, je dis rien, mais sachez qu'on n'est pas sur quelque chose de non réaliste. D'autres précisions, Thomas et Maxime ?
J'avais 3 points qui n'ont rien à voir. Sur le LinkedIn, c'est peut-être aussi ma déformation professionnelle de cyber, mais sur les algorithmes, en revanche, être en anglais, c'est quand même mieux, je pense, parce que les titres des posts, etc. Voilà, bref, c'est une anecdote. Sur les stages, il y a effectivement les institutions européennes. Au Conseil, c'est pareil, c'est tout. C'est 5 mois, 2 fois par an, donc ça, c'est régulier. Il y a aussi les agences qui ont certes moins de stagiaires, mais qui proposent aussi des stages. Moi, par exemple, j'avais candidaté à Europol, qui est situé à La Haye, et les agences sont vraiment, il y a vraiment des agences européennes de tout, littéralement de tout. Par exemple, moi, je viens d'Angers, il y a une agence qui est basée là-bas sur la certification des plantes. Voilà, je ne sais pas s'il y a des spécialistes, mais c'est juste pour donner un exemple qu'il y a vraiment des agences européennes sur beaucoup de choses. Et peut-être pour rejoindre la question de madame sur l'immigration, ce qui est aussi intéressant, notamment au Conseil, et moi ça m'a beaucoup servi pour avoir mon stage au sein du Conseil, c'est mes expériences auprès des services de l'État français, auprès des services de police, et notamment sur ces questions migratoires, parce que ça fait partie de la direction générale dont je fais partie. Avoir une expérience nationale, d'une administration nationale, c'est aussi quelque chose qui est valorisé. Merci. Thomas, rien à ajouter? Non. Alors, on passe à... Vous avez votre réponse? Non. Non. Parce qu'en fait, ma question, c'était pour Thomas, pour savoir qu'est-ce qu'il avait choisi comme sujet d'étude pendant sa visite d'études au Parlement européen. Voilà, merci. Si je me souviens bien, pour la première, je savais pas très bien comment rentrer. Alors, j'avais mis un truc général, la place du Parlement dans l'ordre juridique européen, quelque chose comme ça, quelque chose bateau au possible finalement. Et donc ça suffit pour rentrer. Ils sont pas très regardants hein, sur le sujet d'études, surtout quand ils voient qu'on est un étudiant, qu'on vient vraiment en tant que première expérience dans les institutions pour voir comment ça se passe. Quant à vous, sur la migration, le sujet de la migration, je pense pas qu'ils aient vraiment de barrières là-dessus. Et ils vous accueilleront avec plaisir dans leur direction générale, dans l'unité spécifiée. Donc vous pouvez même rechercher hein, sur l'organigramme du Parlement en disant « j'aimerais faire un stage dans cette unité qui s'occupe des dossiers législatifs », enfin un stage, pardon, une visite d'études. Mais je pense pas qu'il y ait de sujet limité. Peut-être que si vous demandez quelque chose sur la défense, ou vous aurez moins de chance, mais immigration, je pense pas que ce soit un problème. Il y en avait... Je peux me permettre. Bonjour. Déjà, merci beaucoup pour vos interventions parce que c'est vrai que, par exemple, moi, je suis étudiante en césure et ça fait du bien d'entendre des gens qui ont été là à notre place et nous dire qu'il faut persévérer. Parce que la vingtaine, je pense que c'est pas facile pour tout le monde. Et ça fait plaisir de voir des gens qui ont réussi. Voilà, donc je vous remercie déjà pour ça. Ma question, c'est, justement, étant en césure, donc là, j'ai eu des travails différents, je fais des stages. Mais ce n'est pas forcément des stages en relation avec les études que j'ai fait ou les métiers de l'Union européenne. Et une césure, c'est un semestre, donc ça passe très très vite. Et je pense potentiellement à me réinscrire en master. Mais c'est vrai que des stages comme l'EPSO, ça m'intéresse énormément. Et en fait, j'aimerais bien faire un stage justement pour me rendre compte quels sont les masters qui m'intéressent ou non. Et je voulais savoir si vous encouragez plus d'avoir déjà un master pour entrer, on va dire, dans les institutions européennes, ou s'il était possible, si vous aviez rencontré des profils qui justement n'avaient qu'un... Moi, j'ai fait un bachelor au Royaume-Uni, déjà un bachelor, et après qui se réorientaient, on va dire, dans un master qui leur correspondait après leur expérience à l'Union européenne, dans une des institutions. Donc la question, elle est plutôt pour moi, si je comprends bien. Mais ils compléteront, hein, ils vont pas se gêner. Alors, la question de savoir, la question finalement, si je la comprends bien, c'est celle de la stratégie. À quel moment c'est pertinent de faire un stage dans ce type d'institution, dans son cursus universitaire? C'est ça le sujet.
Ma réponse ne va pas vous plaire parce qu'en fait, il n'y a pas de réponse. Tout dépend du profil que vous avez et aussi de vos envies. Très honnêtement, si j'ai bien compris, vous avez déjà validé un bachelor au sein du Royaume-Uni. Oui, c'est ça. Hein. Donc, vous avez déjà donné une vraie couleur à votre parcours, une couleur internationale. On a déjà un sujet là, hein, si je peux me permettre. Donc, l'idée là, puisque vous avez... Deuxième choix fort, fait le choix d'avoir une interruption de cursus justement pour acquérir de l'expérience pro et si possible tourner vers l'international. J'ai envie de dire surtout, s'il vous plaît, ne vous censurez pas parce que c'est très pertinent tout ça. Et j'envie vos futurs responsables pédagogiques qui auront la chance de sélectionner votre dossier. Je le dis ironiquement. Pourquoi ? Parce que là, votre sujet, en fait, c'est quels sont les critères d'un jury souverain de sélection de master. Et là, vous vous rendez bien compte que la réponse est en question. Il n'y a pas de réponse. Rien n'est universel en la matière. Je serais quand même très étonnée que pour des masters qui devraient en toute logique vous intéresser, c'est-à-dire tourner vers l'international, vers les organisations de droit international, je serais quand même très étonnée que ces expériences-là ne soient pas bonifiées dans votre dossier. Tout arrive. Mais à mon avis, non. C'est très bien votre question parce que ça me permet... Vous vous souvenez tout à l'heure, je vous ai dit que les règles de stage Blue Book n'étaient pas forcément basées sur les limitations du droit français. Vous vous souvenez que je vous ai dit ça. La césure, d'ailleurs, c'est un sujet aussi pour un stage Blue Book, notamment sur la période... Vous vous souvenez, Ambrine nous a dit qu'il y avait 2 périodes de démarrage de stage, l'une en mars et l'autre en octobre. Et je suis certaine que certains d'entre vous se sont dit super, stage en octobre, comme si on était dispo. Eh bien, ça peut être l'objet justement d'un projet de césure, ça typiquement. Moi, chaque année, j'ai des étudiants, donc la césure, tout le monde connaît le principe, levez la main si ils ne connaissent pas. Ouais, c'est ça, j'ai plus de main. Hein. Donc tout le monde a bien compris qu'il s'agissait d'une interruption volontaire de cursus pour acquérir de l'expérience. Nous sommes d'accord. Et la différence avec l'année sabbatique, c'est que à partir du moment où on valide votre demande, ça veut dire que nous engageons, l'Université Jean Moulin Lyon 3, à vous restituer la place que vous aviez acquise avant de partir en césure. C'est clair dans la tête de tout le monde. Donc typiquement, moi, chaque année, j'ai des étudiants qui font par exemple un stage en ambassade et consulat français à l'étranger, et puis une expérience professionnelle autre, ou d'ailleurs toute autre chose. On est très ouvert, le législateur nous a permis d'avoir une lecture très large de ces projets de césure. Pendant que je parle des ambassades et consulats, sachez d'ailleurs, pour ceux qui ont pris le guide et qui sont intéressés par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, si on a mis Europe avant Affaires étrangères, évidemment, il y a une raison stratégique et politique. Nous avons chaque année, et là, alors, pour le coup, on n'a pas de calendrier clairement défini, ce qui d'ailleurs n'est pas toujours très pratique, parce que eux, pour le coup, imposent la réglementation française, et le calendrier universitaire les intéresse pas toujours. Mais sachez qu'il y a chaque année des stages au sein des représentations permanentes de la France, à la Commission européenne, au Parlement européen, à la Cour de justice, chaque année. Ça s'appelle la différence représentation permanente de la France. Donc là, votre employeur, enfin votre structure d'accueil n'est pas une institution de l'Union européenne, c'est bien le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, mais vous allez peut-être bien croiser dans les couloirs Maxime, Lucia ou bien Thomas. Voilà, donc sur la question de la stratégie, la vôtre est la bonne. Et puis vous m'auriez dit que vous étiez en Master 1 et que vous vouliez interrompre votre césure pour faire tout à fait autre chose, ça aurait été la bonne aussi. En fait, vous avez donné une couleur très forte à votre CV dès la licence, c'est très judicieux, mais on peut le faire aussi en Master. Je ne pense pas qu'on ait de règles universelles sur ces sujets. Je vous remercie pour votre réponse. Vous voulez qu'on leur demande s'ils ont des précisions ? Oui, juste pour savoir si justement... Par exemple, après avoir fait vos stages ou vos premières expériences au sein des institutions, vous avez peut-être eu envie de faire un nouveau master ou vous avez découvert, on va dire, un milieu qui vous intéressait un petit peu plus. Alors moi, personnellement, j'ai fait mon stage dans les institutions pendant mon master. Ça faisait partie de mon cursus. Mais je pense que ce qui est important à dire ici, c'est que
oui, bien sûr, c'est important ce que vous faites comme études et ce que vous faites comme stage, mais ce qui est encore plus important, et ça, je vous dis ça parce que j'ai passé énormément d'entretiens avec énormément de gens de toutes les institutions, c'est comment vous le vendez, en fait, et qu'est-ce que vous en tirez. Moi, par exemple, j'étais à New York, chez un bijoutier diamantaire à 2 blocs de Times Square, en fait, donc c'était absolument rien à voir, mais j'ai trouvé dedans des choses qui m'ont vendu en tant que quelqu'un de créatif, quelqu'un qui a bien appris l'anglais, qui a fait des ventes. Par exemple, récemment, j'ai passé un concours EPSO, j'attends les résultats, mais j'ai passé le jury linguiste ADC, même si je ne suis pas du tout jury linguiste, mais je savais que ce concours pouvait arriver, donc je suis dans le milieu, enfin je suis tout ça de près depuis un petit moment, quoi. Donc après mes études, quand j'étais freelance, et j'avais pas de clients, et c'était dur, j'avais pas d'argent, donc je me suis inscrit à la fac de droit 1 an, juste pour avoir du vocabulaire, pour apprendre du droit, en fait, parce que j'aimais bien ça. Et après, je suis allée m'inscrire à la cour d'appel de Caen pour être interprète agrémentée, en fait, assermentée. Donc, j'ai réussi. C'était pas quelque chose que j'ai fini, j'avais pas de super bonnes notes, voilà, mais c'est quand même un truc dans mon parcours qui pourrait sembler que, oh là là, j'ai fait 1 an de droit, j'ai pas réussi, c'est nul. Mais non, c'est pas nul, en fait. Parce que grâce à ça, je suis rentrée en tant qu'interprète judiciaire. Et ensuite, maintenant que j'ai postulé pour le concours, je l'ai vendu, mon expérience, en fait. Donc, je leur ai dit que j'avais fait 1 an de droit, que j'ai interprété pour j'en sais rien, les procès des cas judiciaires. Bon, même si j'en ai pas fait 250, mais c'est comment tu le vends, en fait, tu vois. Donc, même si vous pensez que ce que vous faites, c'est pas incroyable, c'est pas grave, en fait. Ils le savent pas, les gens en face de vous. Il faut juste vous vendre, parce que tout ce que vous faites, vous apprenez quelque chose, en fait. Et il faut le dire, et il faut trouver c'était quoi, et le dire aux gens. Et c'est comme ça qu'on va reconnaître que vous êtes intelligent, et que vous, quand on vous fait vivre quelque chose, et ben, vous allez en tirer quelque chose. Vous n'allez pas juste passivement vous laisser faire, vous voyez. D'accord. Je vous remercie pour votre réponse. Merci beaucoup. Bonjour, ma question c'est pour Madame François. Ça concerne plutôt le domaine des langues. Est-ce que les langues non européennes sont prises en compte? Parce que moi, je suis en dernière année de LE anglais arabe. Et en plus... Excusez-moi, vous pouvez répéter parce que je n'entends pas très bien. Oui. S'il y a des carrières qui visent des langues non européennes en plus des langues européennes, tant que l'anglais, l'italien ou le français. Alors en ce moment, je sais qu'on a élargi notre sélection de langues avec le russe et l'ukrainien, même s'ils sont pas encore, enfin l'Ukraine n'est pas encore membre. Je n'ai pas connaissance pour l'instant qu'on travaille avec d'autres langues que ceux de l'Union européenne et le russe et l'ukrainien, mais cela peut être intéressant dans peut-être d'autres unités qui, eux, travaillent avec l'international. Je n'ai pas plus de connaissances, en tout cas en ce qui concerne les linguistes, eux, c'est vraiment l'Union européenne, les langues de l'UE et le russe et l'ukrainien pour l'instant, en tout cas. Ambrine avait mentionné, donc c'est pas dans le domaine linguistique purement, mais la possibilité d'aller travailler aussi en tant que soit agent contractuel ou fonctionnaire dans les délégations de l'Union européenne. Et là, évidemment, la connaissance de l'arabe pour être posté dans un pays, dans une délégation de l'Union européenne qui parle arabe, c'est évidemment un vrai plus. Donc ça peut être aussi, c'est une autre perspective évidemment, c'est pas de la traduction, mais ça peut être un avantage évidemment. Et comme je l'avais dit, en fait, c'est comment vous le vendez, votre expérience. Vous pouvez très bien sortir d'une fac de langue et vendre que vous parlez arabe et que vous avez appris ça. Vous avez eu des cours de, je sais pas, traduction économique, n'importe quoi, en fait. C'est à vous de vendre ce que vous avez fait, quoi. Okay, merci. Parce qu'en fait, là, je suis en L3 et j'ai même postulé par un master de relations internationales. Du coup, si au cas où je suis prise, ça peut permettre d'avoir une expérience au niveau des études dans 2 domaines différents. Et c'est pour ça. Merci beaucoup. Bonne chance. Ça Alors, le peut, suivant... j'ajouterais... Pardon. Non, pardon. Allez-y, on vous écoute, Thomas. Excusez-moi. J'ajouterais aussi qu'au-delà des délégations, peut-être que ça peut être un avantage à Bruxelles au sein de l'OAS ou de certains domaines de la Commission qui travaillent en relation avec les pays arabes ou dans le domaine du commerce, des relations internationales. Il y a beaucoup de possibilités. Vous pouvez jouer justement sur ce point, surtout si vous avez un master de relations internationales derrière. Ça m'a fait penser effectivement, par exemple dans ma direction générale, on s'occupe des questions de contre-terrorisme aussi, et j'ai des collègues aussi qui, pendant leur cursus en tant que fonctionnaire, aussi apprennent par exemple l'arabe. Donc c'est une plus-value. Merci. Alors, je crois que c'était par là la prochaine question. On vous écoute. Bonjour. J'avais une petite question, mais je ne sais pas trop à qui m'adresser. Je voulais vous demander,
pour travailler dans le domaine de la diplomatie, est-ce qu'il est nécessaire de faire une licence ou un master en droit ou la LEA suffit? Parce que vous aviez dit à nombreuses reprises que le diplôme n'était pas forcément la première chose reconnue, mais il y a quand même des connaissances en droit qu'on n'a pas en LEA. Et je me suis dit, est-ce que c'est bien dès maintenant de se réorienter ou de continuer ainsi et peut-être en master faire une mineure ou quelque chose qui pourrait faire une équivalence? Et du coup, je me demandais si c'était du coup suffisant la LEA ou faut faire plus. Alors déjà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vois que le message est partiellement reçu. Alors on va pousser un peu pour qu'il soit totalement reçu. Donc, je vous l'ai dit, parce que je gère le partenariat avec le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères depuis maintenant 22 ans. C'est pas une science, mais reconnaissez que c'est une expérience significative. Oui. Très bien. Eh bien, figurez-vous que c'est vrai. J'ai beaucoup de candidats qui viennent de la faculté de droit et qui sont soit des juristes purs, soit des combinaisons associées droit Sciences Po. J'en ai pas mal de l'IA. Je vous parle chaque année. J'ai chaque année, là, vous voyez, j'en ai un qui part au Costa Rica au moment même où on se parle d'ailleurs, qui vient de la fac de langue, et j'en ai une en Bosnie-Herzégovine. Vous voyez, donc comme ça, on balaye large, on y va, on est bien. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai des anciens diplômés de la fac de langue qui sont aujourd'hui des fonctionnaires du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et qui occupent pour partie des fonctions diplomatiques. Je crois que je ne peux pas être plus claire. Okay. Donc, moralité, la formation LEA est une forme, c'est valable pour LCER et c'est valable pour les masters droit. Enfin, vous voyez, je veux dire, je crois que le prestige du diplôme, il faut savoir en sortir au bout d'un moment. Et Lucia n'arrête pas de le répéter, hein. Vous avez remarqué, elle vous dit tout le temps, c'est à vous de savoir identifier les compétences que vous avez pu acquérir en fonction des expériences, des rencontres, du vécu que vous avez, et savoir à un moment donné les valoriser. Typiquement, vous voyez, toutes vos questions se recoupent en fait. Est-ce que l'arabe, c'est une valeur ajoutée? Évidemment. Ça veut dire qu'on va prendre que cette compétence-là. Mais quelqu'un qui a une langue rare, en plus d'autres choses, si vous voulez que je vous dise, ça n'existe pas, un employeur qui va dire non, ça ne m'intéresse pas. Ça n'existe pas, et certainement pas dans ce domaine-là. En LEA, vous avez acquis en plus des matières qui essayent justement de vous donner une culture professionnelle plus large que l'aspect littéraire pur des langues. C'est de plus en plus vrai également sur les parcours LCER. Donc, encore une fois, plus vous aurez de l'expérience fléchée sur ce qui vous intéresse, vraiment, vous me parlez de diplomatie, eh bien, ne lâchez pas l'affaire, décrochez un stage en ambassade et en consulat, point final, et allez voyager un peu, et vous y parviendrez. D'accord, merci. Il est bien passé le message, là? Oui. Il est bien passé. Des commentaires, peut-être? Non, alors on continue, parce que... Voilà, et ben voilà. Et on ne s'est pas donné le mot. Question suivante. On a plein de questions, c'est chouette, j'aime bien ça. Bonjour, merci beaucoup pour vos interventions. J'avais une question à poser. À un moment, monsieur, vous avez évoqué le Collège d'Europe. Je voulais savoir si, pour travailler ensuite dans les institutions européennes, ceux qui ont fait le Collège d'Europe, ça offre vraiment une plus-value fondamentale avec ceux qui n'en viennent pas au long de leur carrière, ou bien il n'y a pas de réelle différence. Voilà, qu'est-ce que ça va apporter? Est-ce que c'est quelque chose que vous recommandez particulièrement ou pas? C'est une excellente question que je me suis aussi posée quand je suis arrivé en stage. Après mon stage, je me suis dit, j'avais quand même beaucoup de personnes qui ont fait le Collège d'Europe. Est-ce que je le fais aussi ou pas? Mon choix a été de ne pas le faire. Et j'ai réussi quand même à passer les concours, etc. Évidemment, le Collège d'Europe, c'est très reconnu. Il y a beaucoup de personnes qui en sortent et qui accèdent ensuite à des postes au sein de l'Union européenne. Je pense que plus que le contenu, c'est le réseau que développe le Collège d'Europe. Donc, de ce point de vue, c'est assez intéressant. Après, c'est pas, on va dire, la panacée. On peut se faire un réseau d'autres manières. Mais effectivement, c'est quand même un plus. Et il y a cette quand même reconnaissance de cette université dans les carrières.
mais c'est pas un passage obligatoire. D'accord, merci beaucoup. Bonjour, merci aussi pour vos interventions. J'aurais une question qui est par rapport à l'éducation, parce que moi, j'aimerais travailler dans le domaine de l'éducation à un niveau européen. Et j'ai fait, par exemple, de la SPEC, la simulation du Parlement européen. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, mais du coup, là, par exemple, j'avais compris que si on veut être dans le domaine de l'éducation, on doit plutôt se diriger vers la Commission européenne. Et parce que c'est par rapport aux différents types de politiques, c'est pas vraiment c'est plutôt des suggestions qui sont données au niveau européen et non pas des politiques directes, si je m'exprime bien. Du coup, je me demandais, parce que je ne suis pas du tout encore sûre en fait vers quelle institution m'orienter, mais je sais justement que j'aimerais que ça soit à niveau européen et que ça soit dans le domaine de l'éducation par rapport aux politiques. Voilà. Merci. Effectivement, la difficulté de l'éducation, c'est que c'est une compétence partagée de l'Union européenne avec les États membres. Donc, il y a des postes, évidemment, que ce soit au Parlement, à la Commission, évidemment, où il y a le plus de personnes, et au Conseil aussi. Après, évidemment, c'est pas la politique la plus développée, répandue en termes, justement, de par les compétences de l'Union européenne dans ce domaine, puisque ça reste un domaine très national. Mais c'est pas à exclure, puisqu'il y a des choses qui sont faites quand même au niveau européen là-dessus, dans les 3 institutions, on va dire, majeures, qui sont la Commission, Conseil, Parlement. Je ne sais pas si ça a répondu à votre question. En tout cas, ouais, de mon côté, c'est compliqué aussi parce que c'est pas du tout le domaine où j'exerce. Mais si c'est vraiment pour faire de l'enseignement, alors il y a les écoles européennes, effectivement, au Luxembourg et à Bruxelles certainement également, où tous les enfants de tous les fonctionnaires vont là-bas, quoi. Donc c'est des super écoles. Et par contre, les employés de ces écoles, je crois pas qu'ils soient employés de l'Union européenne. Donc ça doit être vraiment des postes à part. Mais ça existe. Voilà, on éduque des petits enfants des fonctionnaires. Et sinon, vraiment, je vous conseille d'aller chercher vraiment la chose qui vous intéresse, le poste qui vous intéresse, l'unité. Genre, franchement, essayez d'aller voir chaque institution et l'organigramme, qu'est-ce qui se passe dedans. Parce que faut vraiment essayer de s'adresser, je pense, aux gens qui sont dans ce domaine-là, qui vont pouvoir vous répondre le mieux. Et au contraire, si vous les contactez, c'est qu'un plus, en fait. Parce que vous allez être proactif, ils vont peut-être se rappeler que vous avez un mail un jour ou que vous avez appelé. Mais ouais, moi, personnellement, je ne peux pas vraiment vous renseigner plus. Je ne sais pas, peut-être Thomas. Alors, sur l'éducation, il y a une direction générale dédiée à l'éducation, la jeunesse et le sport à la Commission européenne. Après, je ne sais pas si vous recherchez plus l'éducation à quel niveau, mais par exemple au niveau de l'enseignement supérieur, c'est vrai que la Commission pilote des projets comme Erasmus, qui sont quand même de gros projets qui envoient des millions d'étudiants à travers l'Europe chaque année. Il y a également des projets sur les équivalences de diplômes, ce genre de choses. Donc peut-être qu'au niveau enseignement supérieur, il y a plus d'opportunités qu'en enseignement primaire ou secondaire. Mais encore une fois, oui, je ne suis pas expert. Non, mais c'est très pertinent ce que vous dites, je confirme. D'ailleurs, vous êtes actuellement LMD. Alors, je dis actuellement depuis 2004-2005, c'est bien l'œuvre de l'Union européenne, hein, le LMD, les crédits européens, les impacts sur les études. J'y avais pas pensé. Bien joué, Thomas. Est-ce qu'on a répondu à la question ? Oui, j'ai l'impression... Elle est où ? Je la vois pas. Donc, je pense vraiment il faut plutôt chercher des personnes qui sont déjà au sein des institutions, qui sont un peu dans le domaine comme Lucia il m'a proposé, et vraiment voir. Si je peux vous conseiller pour les trouver, si vous trouvez quelque chose ou quelqu'un qui vous intéresse, vous avez un petit site qui s'appelle Who is Who. Et là-bas, vous pouvez trouver vraiment l'organigramme des gens avec leur nom, leur contact souvent. Donc
dès que vous trouvez l'unité qui vous intéresse, essayez de chercher sur ce site-là pour vraiment trouver les noms et essayer de les contacter par mail sur LinkedIn partout où vous pouvez. Et puis. Et c'est spécifique, c'est Who is Who, spécifique à l'Union européenne. Super tuyau, merci. On est tous dessus normalement. Hein. Si vous mettez nos noms. Eh ben, on va vérifier très très rapidement. Vous voyez, je connaissais pas. C'est bon? Est-ce que je pourrais juste profiter de poser une autre petite question? Comment? Est-ce que je pourrais des petites, parce que j'ai plein de mains qui se lèvent et qu'il me reste une demi-heure. Mais on est encore dans le timing. En fait, je suis en train de faire un master dans le domaine de la... c'est pour devenir prof des écoles. Et ensuite, je compte faire un autre master dans le domaine du politique. Et justement, est-ce que vous trouvez que ça c'est pertinent pour pouvoir faire ce que j'aimerais faire? Redites-moi, parce que j'ai cru que c'était une question. Donc, j'ai entendu la fin du master organisation politique, mais le premier, c'est quoi? Alors, en fait, mon plan était de faire un master pour apprendre la pédagogie et ensuite déjà faire un master dans le domaine des politiques publiques ou de l'international. D'accord, j'ai compris la question. Donc, votre sujet, en fait, de prédilection, c'est de vous intéresser à l'éducation, mais plutôt sur la politique de l'éducation. Oui, j'aimerais faire des politiques dans l'éducation. Alors, rappelez-vous toujours ce que je vous dis. Que vous ayez des compétences en ingénierie pédagogique, ça semble être une bonne idée. Que vous ayez des compétences en droit, ça semble être une bonne idée également. Pour autant, est-ce que c'est la stratégie du diplôme qui est la bonne? C'est plutôt là où j'ai un doute. Je ne dis pas que c'est une mauvaise idée. Je dis que là, vous avez là un parcours universitaire assez exigeant, puisque vous êtes en train de me parler de double master. Hein, je ne déforme pas vos propos. C'est pas double master, c'est 2 masters plutôt. Oui, c'est ça. Oui, c'est ce que je veux dire. C'est 2 masters justement distincts. Donc, c'est quand même très exigeant pour vous. Pour, en fait, démontrer que vous pouvez combiner l'ingénierie, enfin, je veux dire que vous pouvez travailler sur la définition politique commune en éducation. À mon avis, il y a d'autres façons d'y arriver, plus percutantes et qui vous ferment peut-être moins de choses, parce que enfin, c'est pas que vous fermez des choses à la fois, parce qu'être double master, vous ouvrez aussi le volet double compétence, mais on peut peut-être davantage le prendre par ce bout-là. Donc Thomas vous dit, alors c'est vrai que c'est peut-être pas le sujet qui vous intéressait, l'enseignement supérieur, mais c'est dommage, on l'a refait pas cette année, mais l'an passé, par exemple, on avait fait les métiers de l'éducation nationale et on avait parmi nos témoins professionnels, c'est pour vous donner un ordre d'idée, hein, on avait un inspecteur d'académie qui a révolutionné l'image qu'on se faisait d'un inspecteur académique. C'est-à-dire qu'il avait eu à peu près 1218 vies, ce monsieur, et qu'il avait enseigné le français dans tout plein de pays en voie de développement, des pays émergents. Et il est ensuite devenu enseignant. Et là, il était justement sur ces questions, alors pas de définition au niveau rectorat, mais de déclinaison de la politique nationale sur les établissements. Vous voyez, et à la base, il n'a pas fait de double master. Oui. C'est pour ça que j'essaye de vous dire, vous cantonnez pas trop à des libellés de diplôme. Essayez. Bon, là, si vous savez que c'est un sujet de prédilection, c'est vachement intéressant. Ça, pour des employeurs, vous allez être convaincante, mais essayez de le prendre par des bouts peut-être aussi plus concrets, plus pragmatiques. Ça marche. Ok, merci beaucoup. Avec plaisir. Question suivante. En fait, il y avait la dame qui m'avait donné le micro quand vous l'avez donné à elle. Bonjour, merci. J'aurais une petite question. Est-ce que c'est possible de faire des candidatures spontanées ou ça fonctionne qu'avec les sites internet pour les institutions européennes et pour les institutions françaises à l'étranger? Je vais peut-être commencer par les institutions françaises. Moi, par exemple, j'ai fait un stage à l'ambassade de Londres, l'ambassade française à Londres, et c'était une candidature spontanée. Voilà, j'ai pu faire un stage là-bas et j'ai eu un entretien et voilà, c'était, on va dire, en dehors d'un programme spécifique. Au niveau européen, les stages, à part les stages avec les députés, comme mentionnait Lucia, où il y a un peu plus de liberté, sinon les stages institutionnels, c'est vraiment avec ce rythme dont on a parlé, 2 fois par an, 5 mois. Après, sur les postes d'agents contractuels, il faut avoir ce fameux CAST. Il faut être invité, et ça, c'est possible
déjà, avant d'avoir ce cas, de contacter certaines personnes, dire voilà, j'ai tel profil, j'ai telle expérience, j'aimerais rejoindre des institutions européennes. Et là, comme c'était expliqué, on peut être invité à passer cet examen et ensuite pouvoir intégrer l'institution. Donc ça, c'est possible. Même ça, c'est aussi le conseil que donnait Thomas, d'être proactif. C'est aussi le conseil que je donne aux personnes que je rencontre, c'est d'être proactif, donc de ne pas hésiter à parler à des gens, des fonctionnaires, des stagiaires et voir s'il y a des choses qui peuvent s'ouvrir, parce que des fois, c'est juste aussi le bouche à oreille, comme disait Lucia, qui permet d'avoir ce genre de choses. Donc, je pense que ce sera que bénéfique de toute façon. Merci. Bonjour. Déjà, merci pour votre intervention. Et je voulais vous poser la question. Moi, je vise les ambassades et la diplomatie. Et je vise le consulat américain à Lyon et aussi le consulat italien. Et comme j'entends parler des stages qu'on peut faire dans les institutions européennes autres que les consulats, est-ce que vous me conseillez de faire d'abord les institutions, enfin un stage dans une des institutions et après le consulat, ou l'inverse? Donc, qu'est-ce qui serait le plus... Moi, je pense, inscrivez-vous où vous pouvez, en fait. Il n'y a pas de... Vous savez, c'est pas parce que vous inscrivez qu'on va vous inviter, qu'on va vous prendre en stage. On a des stagiaires qui viennent des fois, ils sont inscrits 3 fois avant de venir. Donc je pense que je veux pas dire faites pas vos difficiles. Si, faites vos difficiles, mais en fait, inscrivez-vous partout et vous choisirez après, je pense. Enfin, moi, je ferais ça en tout cas. Ok, merci. Ouais, très bon conseil. Moi, juste pour mon expérience personnelle, après mon master ici à Lyon 3, on m'avait conseillé de postuler dans les institutions européennes. Donc j'ai postulé au Conseil de l'Union européenne et à Europol. Et je voulais vraiment aller à Europol. Et au final, je ne l'ai pas eu, j'ai été au Conseil, et avec le recul, je suis vraiment content. Donc, postulez et voyez ce qui en ressort et prenez ce qui en ressort. Je pense que c'est la meilleure façon. Et puis, si je peux encore intervenir, je pense aussi que, par exemple, j'ai aussi eu mon stage au Conseil. On m'a rappelé plus tard de la commission en mode « Oui, on veut vous comme stagiaire ». Du coup, c'était trop tard. Mais c'est pas parce que vous avez pris donc un des 2 stages. Si on vous appelle du 2e stage, vous pouvez toujours leur dire vous voyez, encore une fois, c'est comment vous vous vendez, en fait. Ils vous appellent, vous dites « Ah bah là, je suis, figurez-vous, je suis là, donc là, je peux pas. Mais prenez-moi pour la période d'après, en fait. » Et qu'est-ce qui vous dit qu'ils vont pas le faire, vous voyez? Enfin, c'est vous, en fait, qui êtes le maître de ce qui va se passer dans votre vie, en fait. Merci. Tout à fait. Et juste une précision, vous me parlez de consulat italien et américain à Lyon, si je comprends bien. Oui. Donc alors, consulat italien, je ne sais pas trop s'ils recrutent. Vous avez des origines? Oui, et je suis aussi en contact avec plusieurs Italiens. Ok, très bien. Et pour ce qui est du consulat américain, alors ils ont une procédure un peu comme l'Union européenne. C'est le calendrier, je crois que c'est en octobre et pas avant et pas après. Enfin, en tout cas, vous renseignerez. Et pour le coup, contrairement aux Français, ils recrutent facilement des Français. Je dis contrairement parce que les ambassades et consulats français à l'étranger, ils ont de moins en moins de réticence, mais quand même, il y a des questions de nationalité qui priment, françaises évidemment, et ressortissants de l'Union européenne. Bien que ça s'assouplisse aussi au niveau du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Voilà, je voulais juste vous dire ça. Bonjour, déjà merci pour vos interventions. Alors moi je suis en master LEA, donc si jamais vous avez des informations supplémentaires pour les langues. Mais au niveau des alternances, est-ce que vous savez s'il y a des dispositions particulières, des procédures particulières et surtout si c'est commun, en tout cas autant que les stages? Je ne sais pas du tout. J'ai pas vu d'alternance chez nous, j'ai juste vu des stagiaires en tout cas. Je ne sais pas si Maxime... Alors... Moi, je peux répondre, ça m'étonnerait pour une raison simple, c'est que les institutions européennes, comme le nom l'indique, sont de droit européen. En principe, alors vous allez toujours me trouver l'exception, les contrats d'apprentissage ou de professionnalisation ont comme critère d'avoir un employeur français, qui peut être à l'étranger. Ça, par contre, de l'alternance à l'étranger, ça existe, hein, mais au sein d'employeurs de droit français. C'est plutôt ça la règle, à ma connaissance. Non plus, j'ai jamais entendu parler d'alternance au sein des institutions.
Alors, à l'inverse, toujours dans le guide, je rebondis sur votre question, comme ça me permet de divulguer quelques informations. Vous avez dans le guide pratique des stages à l'étranger, notamment le réseau des conseillers du commerce extérieur. Pourquoi je vous en parle? Parce que les conseillers du commerce extérieur, ils ont une mission bénévole de favoriser la mobilité entrante et sortante des étudiants et des jeunes plus généralement. Ils sont nommés par les services du Premier ministre. Mais il s'agit d'abord et avant tout de dirigeants français à l'international. Donc on est un peu dans votre sujet là. Eux, par exemple, peuvent très bien prendre de l'alternance. Mais ce que préfèrent par-dessus tout les dirigeants français à l'international, ça va plutôt être le volontariat international entreprise. Ça vous parle ça? Oui. Tout le monde connaît? Ouais, allez, on va dire quoi, il n'y a pas de c'est lui. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Okay. Merci beaucoup. Bonjour, merci d'être là pour nous. Alors moi, je suis étudiante étrangère, j'ai fait mes études en Algérie, j'ai eu mon master 2 en droit international, mais j'ai fait mes études en arabe. Et là, en France, à Lyon 3, je suis inscrite en Master 2, Histoire de droit. Alors, je pose la question, est-ce que je ne vais pas avoir de problème puisque j'ai étudié en arabe pour mon Master de droit international. Est-ce que si je postule, ils ne vont pas regarder ça? Est-ce que ça ne pose pas de problème? Pardon, si vous postulez pour le master ou pour un poste ou pour un stage dans l'Union européenne? Pour un stage au secrétariat. Alors, à mon avis, je ne vois pas pourquoi ça poserait problème, parce que lorsque vous rentrez vos études, vous avez vraiment le choix interminable des pays où vous avez fait votre master ou votre cursus, quoi. Donc, je pense que vous pouvez très bien l'indiquer et, à mon avis, ça devrait aller. Mais après, voilà, je ne fais pas partie du jury de sélection. D'accord. Merci. Non, mais je spontanément le même avis. Je me tourne vers notre étudiante ambassadrice que vous avez oublié pour les questions. Oui. Mais normalement, sur les stages, il n'y a pas de condition de nationalité, on est d'accord? Oui. Ni de... Donc, non. D'accord. Oui, ça, sachant que je vais avoir mon deuxième master là en France. Oui. Je pense que même votre premier master, je pense qu'il va être tout à fait très bien accepté. Je ne vois pas pourquoi il ne le serait pas. D'accord. Merci beaucoup. Je pense qu'il faudra juste voir, peut-être pour avoir une équivalence, parce que je sais que pour les pays hors Union européenne, des fois, pour la reconnaissance du diplôme, il faut qu'il soit reconnu. Par exemple, les étudiants qui ont un diplôme du Royaume-Uni, il faut qu'ils demandent une équivalence au ministère de l'Éducation. Ouais. Ça doit être le centre Éric Néric, non? Je crois qu'il y a... Oui, attendez. C'est ça. Oui, vous regarderez, mais effectivement, il a raison, il y a peut-être un préalable, peut-être. Merci. Bonjour. Merci déjà pour votre intervention. Alors moi, c'était plutôt une question au niveau émotionnel. Donc, comme vous l'avez expliqué, il y a beaucoup de... Le milieu professionnel, entre guillemets, est bondé, que ce soit dans la traduction, même dans les deux domaines, donc dans la Commission européenne. Je voulais savoir, du coup, comment se différencier en tant qu'étudiant, premièrement, et voilà, comment se différencier dans ces domaines qui sont aujourd'hui remplis. Merci. Du coup, ça me permet aussi de rebondir sur la question du Collège d'Europe. Moi, ce qui m'a permis de me différencier quand j'ai postulé au stage au Conseil, c'était que finalement, j'avais assez peu de background sur tout ce qui était droit européen, etc. Par contre, j'avais développé, de par mes stages, de par mon master ici, une vraie spécificité sur la coopération policière et sur le fonctionnement des polices. Et ça m'a permis de me différencier vis-à-vis de profils qui, par exemple, avaient beaucoup d'expertise en droit, procédure européen, mais du coup, il y en a beaucoup. Des gens qui font ce que je faisais sur la coopération policière, c'est plus spécifique. Et c'est ça qui m'a permis de rentrer au début. Et c'est ça qui m'a permis de me différencier. Et après, ça ne m'a pas empêché, une fois que je suis rentré, de développer mes connaissances sur le droit européen et d'apprendre sur le tas un peu. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Ça, c'est possible. Donc... Et moi, à la base, je voulais pas du tout être fonctionnaire européen. Moi, je suis rentré, j'ai postulé au Conseil, j'ai été pris, je dis bon, on va aller voir, ça a l'air bien. Et une fois que j'y suis entré, je voulais plus en repartir. Mais voilà, c'est cette spécificité, même un master très spécifique ici, droit pénal, sécurité intérieure,
qui m'a permis de me démarquer vis-à-vis d'autres profils plus communs, disons. J'ai un autre témoignage qui me revient il y a 2 ans. C'était justement une personne en contrat ou titulaire, je ne sais plus, du ministère des Affaires étrangères, qui était un étudiant de l'LCER d'ailleurs. Je ne sais plus qui c'est qui m'avait posé la question, et qui avait choisi comme thématique de mémoire de master la comparaison des systèmes de santé. C'était même pas toute l'Union européenne d'ailleurs, c'était quelques systèmes. Et patatras, crise sanitaire qui tombe. Eh bien, évidemment, toutes les administrations sont sur le qui-vive, mais comment on va s'en sortir? On n'a jamais pensé à tout ça. Eh bien, cet étudiant, alors je crois je me rappelle plus de sa combinaison langue, je crois qu'elle avait rien de tonitruant, ça devait être anglais-espagnol, mais il avait fait son mémoire sur le sujet de la santé. Donc, il a été très naturellement engagé comme d'abord stagiaire, et puis ensuite, il a fait un VIA, et ensuite, il a passé son concours. Qu'est-ce que ça revient à vous dire? Vous étiez passionné du sujet de la sécurité, notamment de la coopération entre les polices. Celui-ci, il était passionné de santé. Bref, en fait, très souvent, l'erreur que peut faire un étudiant stratégiquement, c'est de viser le prestige d'une institution, oubliant un petit peu par là l'intérêt des missions qu'il va lui-même occuper. Je vous donne un exemple. Très souvent, quand j'ai des étudiants qui postulent pour des stages en ambassade et consulat, rêvent de l'ambassade de Washington ou de celle de Londres. Je comprends, hein, c'est intéressant. C'est intéressant, c'est pas forcément là que le stage sera quant à lui le plus intéressant. Moi, par exemple, j'ai eu des étudiants qui sont partis dans des toutes petites ambassades en Lettonie, en Lituanie, en Estonie, et je vous assure, ils sont devenus les numéros 2 de l'ambassade assez rapidement, c'est-à-dire tout de suite derrière l'ambassadeur. Moralité, ils ont donc traité tous les sujets qu'a à traiter une ambassade. Donc, ils ont potentiellement acquis un certain nombre de compétences. Et à votre avis, qu'est-ce que ça donne à l'arrivée, l'issue d'un tel stage ? Ça donne un CV vachement intéressant, qui peut peut-être vous faire intégrer ensuite l'institution prestigieuse, si c'est vrai, parce que ça peut être un objectif en soi. Hein. Moi, je ne dis pas d'intégrer l'Union européenne. Mais raisonnez quand même bien, d'abord et avant tout, en mission. Parce que c'est bien les missions qui vont ouvrir les portes. L'inverse reste à prouver. Je ne sais plus à qui je m'adresse. Je vous regarde vous, mais en fait, c'est pas vous qui m'avez posé la question, c'est vous. Voilà. Enfin, vous entendez quand même. Je crois que Lucia, vous aviez aussi une précision. Vous m'avez demandé sur le plan émotionnel, je crois. Vous avez demandé comment on fait pour se démarquer. Donc déjà, c'est sûr que sur le plan émotionnel, il faut être prêt à échouer, hein, parce que ça va arriver. Et bien sûr, persévérer, bon, je ne vais pas me répéter. Mais moi, personnellement, je trouve que c'était un petit peu ma motivation et ma joie d'être là et de vouloir apprendre. Genre, je suis arrivée en stage au Conseil de l'Union européenne, on devait élire des porte-parole des stagiaires, donc je me suis inscrite, j'ai fait une petite campagne électorale. Enfin, c'est un peu, je pense, pour moi, c'est aussi un petit peu d'être le yes man, en fait, et de dire oui aux opportunités qui viennent, de montrer que ça t'intéresse, que tu veux savoir plus. Parce que moi, par exemple, maintenant, je suis plus de 2 ans au Parlement. Tous les 5 mois, je vois 3 stagiaires qui passent, en fait. Donc, s'ils font bien leur travail et ils sont assis sur leur chaise et je les croise 3 fois pendant 5 mois, ils font pas vraiment la différence. Donc c'est vraiment à chacun, je trouve, de trouver les petites stratégies. Et puis de toute façon, ça va se démarquer très vite si tu es motivé. Parce que les gens pas motivés, on en voit tout le temps en fait. Et on est tous pas motivés, on est là depuis longtemps. Donc si tu viens et que tu as la pêche et que tu as envie d'y aller, et ben, ça va se voir. Et je pense que ça, c'est déjà un bon départ. Et puis tu verras bien ce qui va arriver dans ton chemin pour acquérir de nouvelles compétences. Pour info, je m'adresse à tout le monde. Il nous reste une petite... non, il nous reste 3 minutes. Donc, on va être beaucoup plus synthétique. Vous comme nous. Bonjour et merci pour votre intervention. En fait, j'avais juste une question par rapport à la nationalité. Si j'ai bien compris, ne pas avoir la nationalité française, ça va poser un petit problème pour postuler pour le stage, si j'ai bien compris. Nationalité ? Arménienne. Arménienne, non. Ça pose pas de problème pour les stages. Pour les concours... Il faut être ressortissant de l'Union européenne, donc ressortissant de l'un des 27 pays membres. Okay, très bien. C'est ça la règle. Sur les stages, on n'a pas de condition de nationalité. Par contre, pour l'autre... Alors pour le stage, non, mais pour l'autre, si. Ouais, c'est ça. D'accord. Pour les concours, oui. Et pour les agents non permanents,
Il y a une condition de nationalité, hein, c'est ça. Mais après, donc il n'y a que le stage qui n'est pas conditionné aux 27 nationalités de l'Union européenne. Mais si je peux peut-être intervenir, nous au Parlement, on a des fois aussi des employés qui ne sont pas employés du Parlement et ils travaillent dans les agences d'intérim sur place en fait, qui les envoient en externe. Donc ça, c'est peut-être une manière de les intégrer sans forcément être employés directement des institutions. D'accord, très bien. Très bien, merci. Une dernière question. Question, je crois, par là. Non? Si, il y avait des mains levées. Un peu de mains levées? On a épuisé tous les sujets, vous êtes sûr? Ils veulent aller manger. Ouais, nous aussi, remarquez. 2. Fallait pas insister. Boulette. On vous écoute. Une petite question très simple. À Lyon 3, il y a énormément d'étudiants en gestion, finance, contrôle de gestion, audit, etc. Et ce sont des domaines qui concernent l'Union européenne, des compétences de l'Union européenne. Est-ce qu'il y a des opportunités dans ces secteurs parce que vous êtes plutôt issu du droit, n'est-ce pas? Mais j'imagine que vous connaissez un petit peu aussi le milieu de l'économie et de la finance. Alors, il y a un concours AD6 Fiscalité qui arrive, je crois. Donc, voilà, c'est une opportunité. Et une autre chose qui est importante, et moi, je m'en suis rendu compte quand on a intégré les institutions, c'est que les institutions, c'est aussi une énorme machine. Il faut les faire tourner. Et il y a des gens qui font des finances, qui font de la restauration, qui font de la communication, qui font de la sécurité, il y a des médecins, il y a des psychologues. Il y a vraiment tous les métiers, en fait, au sein des institutions. Alors, évidemment, il n'y en a pas... Enfin, des psychologues, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Et donc, parce que c'est quand même il y a des ressources, il y a la question des ressources humaines. Donc, il y a vraiment beaucoup de métiers. Et je pense qu'il y a très peu de métiers qui ne sont pas représentés, je pense. Et j'ajouterais même que ça peut être une chance, dans certains cas, justement, d'avoir ce parcours atypique qui ne vient pas du droit, du Sciences Po, J'ai une amie qui est stagiaire avec moi, qui est au sein de l'unité Green Deal, au secrétariat général, et elle a été recrutée, elle, plutôt que d'autres candidats, parce qu'elle avait une formation d'ingénieur en environnement et qu'elle venait pas du droit ou de la Sciences Po, et qu'elle a vraiment pu apporter ses connaissances techniques sur des sujets parfois compliqués. Mais moi, par exemple, en tant que traductrice, j'ai des collègues qui sont là depuis 15 ans et à la base, ils sont journalistes. Excusez-moi, donc dernière question très rapide. J'aimerais m'adresser, mais je ne sais plus son prénom, à l'étudiante... Non, mademoiselle... Oui, je voulais savoir par rapport au concours spécialisé aux généralistes, est-ce qu'on a la possibilité, si on les rate, de recommencer? Enfin, est-ce qu'il y a une durée limitée d'essai? Alors oui, c'est une bonne question, donc je me lève pour répondre à tout le monde. Contrairement à certains concours français, les concours EPSO, il n'y a pas de limitation. Vous pouvez passer autant de fois que vous le voulez. 1 fois, 2 fois, 3 fois. J'ai été en contact avec un professionnel qui m'a raconté, qui nous a livré son expérience et qui nous a dit qu'il avait passé le concours plus d'une 40aine de fois. Et au bout d'un moment, ça a été... Voilà, c'est passé. Donc vraiment, si jamais vous ne l'avez pas, n'hésitez pas à le repasser. Faut le vouloir. J'ai peut-être une petite précision en ce qui concerne le cast. Si vous le ratez, vous pouvez le repasser 6 mois plus tard ou plus tôt. On est tout bon, c'est tout dit. Vous êtes nourris, renseignés, motivés pour en découdre. Eh bien, je vous remercie, chères étudiantes, chers étudiants. Merci de nous avoir écoutés. Et je remercie très, très vivement Thomas Jacquet qui a tenu, ça doit être long, 2 heures en visio, à Lucia François et Maxime Placet qui sont restés d'un calme olympien. Et mention spéciale à notre Ambrine Elfati, quand même, qui nous a fait une présentation punchy, synthétique, claire. Voilà. Si le cœur vous dit de prendre le flambeau l'année prochaine, eh bien, vérifiez bien sur U3A l'actualité. Et petit teaser de ma part, je suis en attente de confirmation, mais nous devrions en principe le 14 février, pour fêter dignement votre Saint-Valentin, accueillir des RH du Sénat et de l'Assemblée nationale pour causer un petit peu
Ah, j'ai des yeux qui brillent, ça me fait plaisir. À confirmer, le Sénat c'est sûr, l'Assemblée j'attends la confirmation, mais normalement c'est joué. Donc là, il s'agira des fonctions support. Et l'IAE qu'on a peu entendu, sachez que vous êtes tout à fait fléchés par l'Assemblée nationale et le Sénat, tout autant que les étudiants de droit, de langue et que sais-je. Très bon appétit, à bientôt, merci.